Quelle tristesse ce doit être de savoir que le jour où votre mari se lassera de vous, pas une seule personne de votre famille ne se lèvera pour vous défendre. Pendant quelques secondes, le grand salon de l'hôtel impérial Vendôme cessa de paraître un lieu bondé de 400 personnes pour se transformer en une pièce où seuls 4 visages existaient. Celui de Blanche Moreau, encore courbée par un sourire trop assuré, celui d'Arnaud Garnier, rigide derrière une coupe qu'il n'osait porter à ses lèvres, celui d'Apolline Vasseur, immobile sous la lumière des lustres en cristal, et le reflet de tous les invités qui feignaient de ne pas regarder tout en écoutant chaque mot. Blanche avait prononcé la phrase avec une douceur venimeuse, comme si elle commentait une banalité. « Ne le prenez pas mal, Apolline. Il y a simplement des femmes qui naissent avec un réseau derrière elles. Vous ne l'avez jamais eu. » Le silence qui suivit fut plus humiliant qu'un éclat de rire. Apolline regarda son mari. Arnaud baissa les yeux. Et ce petit geste finit de briser quelque chose qui se fissurait depuis des mois. Blanche s'attendait à ce qu'Apolline réponde. Être par une scène qui pourrait être utilisée contre elle le lendemain, mais elle ne lui accorda pas ce plaisir. À 29 ans, Apolline avait appris trop tôt que certaines personnes infligent une blessure uniquement pour pouvoir ensuite montrer le sang. C'est pourquoi elle ne haussa pas le ton, ne versa pas une larme, et ne recula même pas sa chaise. Elle se contenta d'observer Arnaud, se demandant si cet homme était vraiment le même qui, des années auparavant, lui avait tenu les mains devant un maire, et lui avait promis qu'elle ne se sentirait plus jamais seule. « Dis quelque chose », pensa-t-elle sans le formuler. Arnaud connaissait ce regard. Il aurait pu stopper la cruauté d'une seule phrase. Il aurait pu demander à Blanche de partir. Il aurait pu se lever aux côtés de sa femme. Au lieu de cela, il murmura « Ne faisons pas de spectacle ici ». Et Apolline comprit que pour lui, le problème n'était pas l'humiliation, mais que quelqu'un puisse la voir. C'est alors qu'on entendit le premier frottement d'une chaise contre le sol en marbre. Il provenait d'une table près de la scène, où siégeaient des représentants d'associations caritatives invités par la fondation du groupe. Amandine Tellier se leva lentement, les mains appuyées un instant sur le dossier de son siège, comme quelqu'un qui a besoin de s'assurer que ses jambes vont la soutenir. Presque au même moment, depuis la zone réservée aux partenaires commerciaux, Florence Crépon posa sa serviette à côté de son assiette et se leva sans quitter Apolline des yeux. Le troisième, son vint de l'extrémité opposée du salon. Virginie Jarreau se redressa depuis une table discrète, loin de la famille Garnier. Arnaud la reconnut avant beaucoup d'autres. Son visage changea. Ce ne fut pas de la surprise, seulement de la peur. 3 femmes, à 3 endroits différents, qui n'avaient apparemment rien en commun. Elles venaient de répondre par leur corps à une phrase qui affirmait qu'Apolline n'avait personne. Pour la première fois, Blanche perdit son sourire. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle, comme si quelqu'un avait organisé une mise en scène pour la ridiculiser. Amandine s'avança la première, mais Apolline leva doucement une main. Elle ne voulait pas que cette soirée se transforme en une bagarre pour son honneur, pendant qu'elle resterait assise comme une figure fragile ayant besoin d'être secourue. « Merci », dit-elle d'une voix basse, mais suffisamment claire pour que la table d'honneur l'entende. « Mais avant, j'ai quelque chose à faire moi-même. » Arnaud serra la mâchoire. Apolline baissa les yeux vers l'alliance en or blanc qu'elle portait à sa main gauche depuis 3 ans. Elle la tourna une fois, comme elle l'avait fait tant de nuits en attendant qu'Arnaud rentre à la maison, puis la retira. Elle la posa sur la nappe, entre deux, à côté du verre d'eau. « Je ne continuerai pas à protéger une image qui est en train de me détruire. » Arnaud pâlit. « Apolline, ne sois pas impulsive. » Elle répondit. « J'ai été patiente bien trop longtemps. Ne confonds pas les deux. » Un murmure parcourut le salon. Certains invités cherchèrent leur téléphone. D'autres observèrent le directeur du protocole, qui semblait ne pas savoir s'il devait demander à l'orchestre de reprendre la musique ou feindre que rien ne se passait. Apolline se leva. Elle ne regarda pas Blanche. Elle ne chercha pas non plus l'approbation des 3 femmes qui avaient quitté leur table. Elle regarda seulement Arnaud. « Ce soir, je n'expliquerai pas pourquoi tu as permis ça. Tu l'expliqueras toi-même, si jamais tu es capable de le faire sans blâmer quelqu'un d'autre. » Il tendit une main vers elle. Mais Apolline recula d'un demi-pas. Dans ce geste minime, il y avait plus de distance que dans tous les kilomètres qu'Arnaud avait parcourus lors de ses prétendus voyages d'affaires. Personne ne savait encore ce qu'avaient vécu Amandine, Florence ou Virginie. Personne ne comprenait pourquoi elles avaient réagi de la même manière, et surtout, personne ne comprenait comment une femme sans famille avait réussi à ce que 3 inconnus se lèvent pour elle. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant cette nuit, accompagnez-nous jusqu'à la fin de cette histoire. 8 mois plus tôt, Apolline aurait considéré cette scène comme impossible.
Le mariage conservait encore une apparence de normalité, suffisamment convaincante pour tromper même ceux qui vivaient avec eux. Apolline et Arnaud vivaient dans un bel appartement lumineux sous les toits, près du parc Monceau à Paris, un espace élégant qu'Arnaud avait acheté avant de se marier et qu'elle n'avait jamais vraiment considéré comme sien. Non pas parce qu'il le lui rappelait explicitement, mais parce que l'appartement était rempli de décisions prises avant son arrivée. Des photos de famille, des meubles choisis par sa mère, des tableaux hérités, de la vaisselle aux initiales des Garnier. Apolline n'avait introduit qu'un petit plan de romarin dans la cuisine et une vieille boîte en bois où elle gardait des documents, des lettres et des souvenirs de sa jeunesse. Chaque matin, elle arrosait le romarin avant le café. C'était une habitude simple, presque absurde, mais elle lui rappelait que quelque chose pouvait pousser même dans un lieu où l'on n'avait pas pris racine dès le début. Ce matin de décembre, Arnaud entra dans la cuisine pendant qu'Apolline consultait un rapport sur l'écran de son ordinateur portable. Il portait un costume gris impeccable et tenait son téléphone à la main comme si c'était une extension de son corps. « J'ai besoin que tu viennes au siège cet après-midi », dit-il sans la saluer. Apolline leva les yeux. « J'ai une réunion avec un client à 16 heures. » Arnaud posa un dossier devant elle. Le groupe Garnier traversait une crise due à des plaintes concernant un fournisseur externe accusé de falsification de registres du personnel. La direction voulait présenter l'affaire comme une irrégularité isolée. Apolline, qui travaillait comme consultante indépendante en gestion de crise et communication institutionnelle, avait déjà prévenu qu'il y avait des indices que plusieurs dirigeants connaissaient le problème depuis des mois. « Ils n'ont pas besoin d'une stratégie de communication, dit-elle. Ils ont besoin d'enquêter sur ce qui s'est passé. » Arnaud fronça les sourcils. « Ils ont besoin que le marché cesse de penser que nous sommes coupables avant qu'une enquête ne nous coule. » Ce désaccord aurait été une discussion professionnelle normale quelques années plus tôt. Arnaud avait toujours admiré la capacité d'Apolline à dire ce que les autres évitaient de dire. Lorsqu'il l'avait rencontrée pendant une table ronde sur l'éthique des affaires, il lui avait avoué plus tard qu'il était tombé amoureux d'elle précisément parce qu'elle n'avait pas essayé de l'impressionner. Cependant, ces derniers mois, la même franchise était devenue une source d'irritation. « Je ne peux pas fabriquer une version confortable des faits », expliqua Apolline. « S'il y a des responsabilités internes et que nous aidons à les dissimuler, le problème sera pire. » Arnaud ferma brusquement le dossier. « Tu penses toujours comme si tu évaluais un client, même quand il s'agit de ta propre famille. » Apolline resta immobile. Ce mot « famille » avait commencé à apparaître d'une manière étrange dans leur discussion, non pas comme un refuge, mais comme une dette. « Être ta femme ne m'oblige pas à mentir pour ton entreprise. » Arnaud répondit sans la regarder. « C'est peu, être pour ça que tu ne comprends jamais certaines choses. » Apolline connaissait la signification cachée derrière cette phrase. Arnaud ne disait jamais directement qu'elle ne comprenait pas la famille, parce qu'elle avait grandi sans parents. Il était trop intelligent pour être aussi cruel ouvertement. Il l'insinuait. Apolline avait perdu sa mère très jeune et son père quelques années plus tard. Elle avait passé une partie de son adolescence entre les maisons de parents éloignés qui pouvaient lui offrir un toit, mais jamais un véritable foyer. À sa majorité, elle avait décidé de cesser de demander une place à des tables étrangères. Elle avait étudié grâce à des bourses, travaillé tout en terminant sa formation et construit une carrière sans utiliser le nom de personne. Pendant longtemps, elle avait cru que cette histoire était une preuve de force. Avec Arnaud, elle commençait à la ressentir comme un manque. « Finis ta phrase », dit-elle. Arnaud se tourna. « Quelle phrase ?» Apolline soutint son regard. « Celle que tu commences chaque fois que tu dis que je ne comprends pas la famille. » Il soupira. « Ne cherche pas une offense là où il n'y en a pas. » Quelques heures plus tard, quand Apolline arriva au siège du groupe Garnier pour apporter des documents qu'Arnaud avait oubliés, elle rencontra pour la première fois Blanche Moreau. Elle la trouva dans la salle de réunion principale, debout à côté d'un écran rempli de titres de presse négatifs. Blanche avait 28 ans, s'habillait avec une élégance calculée et parlait avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait que dans certains bureaux, rassurer l'homme le plus puissant était plus rentable que de le contredire. « Nous devons changer le narratif », disait-elle tandis que plusieurs cadres écoutaient. Les gens ne se souviennent pas des détails. Ils se souviennent de qui semblait avoir le contrôle. Commentaire. Arnaud était assis au bout de la table et souriait d'une manière qu'Apolline ne voyait plus chez eux depuis longtemps. Quand il la découvrit à la porte, il se leva. « Apolline, voici Blanche Moreau, notre nouvelle conseillère en communication. » Blanche lui serra la main et dit « Je rencontre enfin la fameuse épouse qui trouve toujours des problèmes là où d'autres voient des solutions. »
La phrase pouvait être interprétée comme une plaisanterie, et c'est précisément pour cela qu'Apolline ne réagit pas. Elle sourit poliment, remit les documents et quitta la salle. Cependant, en attendant l'ascenseur, elle entendit un éclat de rire d'Arnaud de l'autre côté de la porte. Elle ne ressentit pas encore de jalousie. Elle ressentit quelque chose de plus difficile à nommer. La certitude que son mari partageait avec une inconnue une version d'elle construite à partir de toutes les discussions privées qu'ils avaient eues à la maison. Quand Arnaud rentra ce soir-là, Apolline lui demanda ce que Blanche savait de leur mariage. « Rien d'important », répondit-il en retirant sa montre. « Alors, pourquoi sait-elle comment je réagis au problème ?» Arnaud l'observa avec lassitude. « Parce que nous travaillons ensemble. Ne transforme pas chaque conversation en interrogatoire. » Apolline voulut insister, mais décida de se taire. Elle ne savait pas encore que ce serait l'une des nombreuses occasions où elle commencerait par douter d'Arnaud pour finir par douter d'elle-même. Les semaines suivantes changèrent le rythme de leur vie de manière presque imperceptible. Arnaud commença à rentrer plus tard. Certains petits déjeuners se transformèrent en appels téléphoniques. Le week-end, des réunions qui n'existaient pas auparavant firent leur apparition. Quand Apolline posait des questions, il répondait avec juste assez de détails pour paraître transparent, mais jamais avec la proximité nécessaire pour la rassurer. En même temps, il commença à lui demander d'assister à des dîners, des présentations et des événements caritatifs où il avait besoin de projeter une image de stabilité. « Je n'ai pas le temps de t'accompagner à tous les dîners d'entreprise », dit Apolline un soir. Arnaud laissa sa cravate sur une chaise. « Tu es ma femme. Parfois, cela implique d'être présente. » Elle répondit. « Être présente ne peut pas signifier apparaître pour les photos et disparaître quand j'ai une opinion. » Il rit sans humour. « Tu dois toujours tout transformer en une question de principe. » Apolline regarda le plant de romarin dans la cuisine. Quelques feuilles commençaient à se dessécher car elle avait oublié de l'arroser depuis plusieurs jours. En janvier, le conflit devint plus évident quand Arnaud lui demanda de relire un communiqué sur le fournisseur faisant l'objet de l'enquête. Apolline y trouva une phrase qui attribuait toute la responsabilité à 2 cadres intermédiaires, bien qu'il n'y eût pas encore de conclusion officielle. « Je ne signerai pas ça, dit-elle. » Arnaud posa les 2 mains sur le bureau de son cabinet. « Personne ne te demande de le signer. J'ai juste besoin que tu me dises si ça fonctionne. » Apolline ferma le document. « Ça fonctionne si ce que tu veux, c'est transformer 2 employés en boucliers avant de connaître la vérité. » Arnaud s'écarta, irrité. « Tu sais ce que fait Blanche quand je lui expose un problème? Elle cherche une solution. » Apolline mit quelques secondes à répondre. « Alors demande à Blanche, mais ne m'appelle pas pour que je valide quelque chose que tu as déjà décidé. » La comparaison resta en suspens entre eux. Arnaud sembla réaliser trop tard ce qu'il avait révélé. Apolline sentit que cette femme n'occupait plus seulement une place dans les réunions de travail. Elle commençait à occuper un espace au sein de leur mariage. Ce soir-là, Arnaud tenta de réparer les dégâts sans s'excuser. Il réserva une table dans un restaurant où ils avaient célébré leur premier anniversaire et parla pendant le dîner de voyage qu'ils pourraient faire une fois la crise terminée. Apolline l'écouta en observant comment il posait son téléphone face contre table chaque fois qu'il vibrait. « Qui t'écrit autant ?» demanda-t-elle finalement. Arnaud ne regarda même pas l'écran. « L'équipe. » Apolline hocha la tête. « Blanche. » Il leva les yeux. La réponse était aussi techniquement sincère, mais il y avait quelque chose de défensif dans son ton. « Se passe-t-il quelque chose entre vous ?» Arnaud posa son couvert. « Non. » Apolline attendit. Il ajouta. « Et ça m'inquiète que tu poses cette question. » Soudain, ce fut elle qui dut justifier son inquiétude. Arnaud parla de confiance, de pression professionnelle et de jalousie injustifiée. En rentrant chez eux, Apolline se demanda pendant des heures si elle voyait vraiment des signes qui n'existaient pas. Ce fut la première victoire silencieuse d'Arnaud. Réussir à faire paraître sa version plus raisonnable que l'intuition de sa femme. Mi-février arriva l'invitation pour le grand gala de bienfaisance annuel de la Fondation Garnier, prévu des mois plus tard dans l'hôtel le plus emblématique du groupe. Arnaud insista pour qu'Apolline y assiste. « Cette année, nous devons transmettre une image d'unité », expliqua-t-il. Elle lut le carton et demanda « Unité d'entreprise ou matrimoniale ?» Arnaud s'agaça. « Pourquoi faut-il que ce soit si difficile avec toi ?» Apolline laissa l'invitation sur la table. « Parce que dernièrement, tu me demandes de représenter des choses que je ne ressens pas. » Il garda le silence, puis choisit une phrase qui resta longtemps avec elle. « Parfois, une famille survit parce que quelqu'un sait quand se taire. » Apolline leva le regard. « Et qui décide qui doit se taire ?» Arnaud ne répondit pas. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, elle ouvrit sa vieille boîte en bois. À l'intérieur, elle gardait des diplômes, de vieilles photographies
et quelques lettres reçues au fil des ans. Elle en toucha une sans l'ouvrir. Sur l'enveloppe figurait le nom d'Amandine Tellier. Apolline avait connu Amandine 2 ans plus tôt, bien avant que son propre mariage ne commence à s'effondrer. Amandine était venue à une réunion professionnelle, en accompagnant une petite association qui cherchait des conseils gratuits. Pendant une pause, Apolline avait remarqué que la femme sursautait chaque fois que son téléphone vibrait. Elle n'avait rien demandé cette fois-là. Quelques jours plus tard, Amandine était revenue seule et avait avoué qu'elle voulait quitter son mari, mais que personne dans son entourage ne croyait que la situation était aussi grave qu'elle le disait. Apolline ne voulut pas jouer un rôle qui n'était pas le sien. Elle la mit en contact avec des professionnels spécialisés, l'aida à organiser un départ en toute sécurité et surtout, ne lui demanda pas de preuves émotionnelles pour décider si elle méritait d'être crue. Quelques mois plus tard, Amandine lui avait écrit une lettre. Apolline ne l'avait jamais montrée à Arnaud. Quand il avait eu connaissance de cette aide, il avait seulement commenté « Tu t'impliques trop dans les problèmes des autres ». Pour Apolline, ça avait été exactement le contraire. Elle avait décidé de ne pas détourner le regard. Une autre lettre dans la même boîte portait le nom de Florence Crépon. Florence avait été associée d'une entreprise technologique qui avait traversé une crise après une fuite d'informations confidentielles. Tous les indices superficiels pointaient vers elle, et le conseil d'administration voulait annoncer sa destitution immédiate pour rassurer les investisseurs. Apolline découvrit des incohérences dans les dates et demanda d'attendre. Le client menaça d'annuler le contrat de conseil si elle continuait à défendre une dirigeante qu'il considérait comme coupable. Elle accepta de perdre le contrat plutôt que de participer à une accusation qu'elle ne pouvait pas prouver. Des semaines plus tard, un audit identifia le véritable responsable. Florence récupéra son poste, mais Apolline perdit un client qui représentait une part considérable de ses revenus cette année-là. Arnaud avait également critiqué cette décision. « Tu ne peux pas sauver toutes les personnes que le monde traite injustement », lui avait-il dit. Apolline avait alors répondu « Non, mais je peux décider de ne pas devenir l'une des personnes qui les enfoncent ». Assise par terre dans la chambre, la boîte ouverte et Arnaud dormant à quelques mètres, Apolline comprit quelque chose qu'elle n'avait pas su nommer jusqu'alors. Son mari considérait beaucoup des décisions dont elle était la plus fière comme des défauts de caractère. Son besoin d'enquêter avant d'accuser était pour lui de l'obstination. Son refus de mentir, de la rigidité. Sa disposition à aider sans bénéfice personnel, de la naïveté. Et son indépendance. La même indépendance qu'Arnaud avait admirée lors de leur rencontre, se transformait peu à peu en la preuve qu'elle ne savait pas se comporter comme un membre de la famille. Apolline rangea les lettres et referma la boîte. Elle ne pensait pas encore à partir. Elle aimait encore Arnaud. Et l'amour a une capacité dangereuse à transformer des signes évidents en questions en suspens. Mais cette nuit-là, elle prit une petite décision. Elle cesserait de s'excuser chaque fois que ses principes dérangeraient son mari. 2 jours plus tard, Arnaud organisa un dîner privé chez eux avec plusieurs cadres du groupe. Blanche arriva la dernière, apportant une bouteille de vin et une familiarité qui attira immédiatement l'attention d'Apolline. Elle savait où laisser son manteau. Elle connaissait le nom du chef qu'Arnaud engageait pour les occasions spéciales et demanda une bouteille spécifique de la cave, sans que personne n'ait besoin de lui expliquer où elle se trouvait. Elle aurait pu apprendre tous ces détails en parlant avec Arnaud. Mais ensemble, ils formaient une intimité difficile à ignorer. Pendant le dîner, Blanche raconta une anecdote sur un voyage d'affaires à Lyon. Arnaud a failli rater le train parce qu'il ne trouve jamais rien dans sa valise, dit-elle en riant. Apolline posa son verre sur la table. Elle avait cru que ce voyage n'avait duré qu'une journée et qu'Arnaud était revenu en avion. Arnaud perçut son expression. « Nous avons changé le plan à la dernière minute », expliqua-t-il rapidement. Blanche se tut pour la première fois. Elle sembla réaliser qu'elle en avait trop dit. Quand le dernier invité partit, Apolline ferma la porte et resta dos à Arnaud. Elle n'eut pas besoin de crier. « Tu as dormi à Lyon ?» Il mit trop de temps à répondre. « Oui. Une réunion s'est prolongée. » Apolline se retourna. « Tu m'as dit que tu étais rentré le soir même. » Arnaud passa une main dans ses cheveux. « Parce que je savais que tu allais en faire un problème. » Cette réponse fut pire qu'un mensonge. Et Blanche est restée aussi. Arnaud la regarda froidement. Il y avait plusieurs personnes. Apolline avança d'un pas. « Je ne t'ai pas demandé combien. Je t'ai demandé pour elle. » Arnaud serra les lèvres. « Oui. » Pendant quelques secondes, aucun ne parla. Puis il ajouta. « Il ne s'est rien passé. » Apolline ressentit un calme inattendu. Non pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle comprit qu'elle ne discutait plus d'une nuit à Lyon. Elle découvrait à quel point Arnaud avait commencé à décider des vérités que sa propre femme avait le droit de connaître. Le lendemain matin,
Apolline arrosa le plant de romarin pour la première fois en près d'une semaine. Plusieurs branches étaient sèches, mais dans la partie la plus proche de la fenêtre, de petites pousses vertes continuaient de croître. Arnaud apparut derrière elle, habillé pour aller au bureau. « On est toujours fâché ?» demanda-t-il avec une légèreté qui fit qu'Apolline referma lentement la bouteille d'eau. « Je ne suis pas fâché, » répondit-elle. « Je suis attentive. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Apolline se retourna et l'observa comme si elle avait besoin de mémoriser l'homme qu'elle avait devant elle. « Ça veut dire que pendant des mois, je me suis demandé si j'exagérais. Je vais arrêter de le faire. » Arnaud voulut s'approcher, mais elle prit son ordinateur portable et quitta la cuisine. Sur le plan de travail, resta la plante blessée, encore vivante. Aucun des deux ne savait alors que cette phrase d'Apolline marquerait le début de la fin, car à partir de ce jour, elle cessa d'essayer de prouver que quelque chose n'allait pas, et commença simplement à observer qui était Arnaud quand il pensait que personne n'allait lui demander de compte. Durant les semaines qui suivirent, Apolline cessa de demander des explications pour chaque retard d'Arnaud et commença à observer les schémas qu'elle tentait auparavant de justifier. Il y avait des appels auxquels il répondait sur la terrasse, des dîners d'entreprise qui apparaissaient dans son agenda quelques heures avant, et des messages qui disparaissaient de l'écran quand elle entrait dans une pièce. Cependant, ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la possibilité d'une infidélité, mais la transformation de l'homme avec qui elle vivait. Arnaud avait commencé à lui parler comme si chaque désaccord était une preuve de déloyauté. Si Apolline remettait en question une décision d'entreprise, il répondait qu'elle n'était jamais de son côté. Si elle refusait un dîner, il insinuait qu'elle méprisait sa famille. Et quand elle posait des questions sur Blanche, Arnaud souriait avec une patience condescendante. « Tu te montes une histoire parce que tu as besoin d'avoir raison. » Apolline ne discutait plus. Elle gardait chaque phrase en mémoire et attendait. Au siège du groupe Garnier, la crise du fournisseur s'aggrava lorsqu'un ancien employé présenta des documents prouvant que plusieurs responsables internes avaient reçu des avertissements des mois auparavant. Arnaud convoqua Apolline d'urgence, bien qu'elle ne travaille plus formellement pour le groupe. La réunion se transforma en une bataille déguisée en conversation professionnelle. « Nous devons démontrer que la direction a agi dès qu'elle a eu une connaissance réelle, » dit Arnaud en montrant une ébauche préparée par Blanche. Apolline la lut lentement. Ceci dit que personne au niveau exécutif ne connaissait les irrégularités. « Peux-tu le prouver ?» Blanche intervint avec un sourire contenu. « Nous n'avons pas besoin de prouver chaque mot en conférence de presse. Nous devons contrôler la perception. » Apolline ferma le document. La perception dure jusqu'à ce qu'une preuve apparaisse. Arnaud respira avec irritation. « Tu trouves toujours une raison de compliquer les choses. » Elle se leva. « Je trouve une raison de ne pas mentir. Ce sont deux choses différentes. » En sortant de cette réunion, Blanche rattrapa Apolline près des ascenseurs. Son ton était cordial, mais il y avait quelque chose de délibérément provocateur dans sa manière de s'approcher. « Je ne comprends pas comment tu peux travailler comme ça avec ton mari, » commenta-t-elle. « Ça doit être épuisant de transformer chaque décision en un jugement moral. » Apolline appuya sur le bouton de descente et répondit sans la regarder. Travailler avec honnêteté est généralement moins fatigant que de maintenir plusieurs versions de la même histoire. Blanche perdit son sourire un instant. Arnaud a besoin de gens qui le soutiennent, pas de quelqu'un qui le fait se sentir coupable de diriger sa propre entreprise. Les portes s'ouvrirent. Apolline entra et soutint le regard de la femme avant qu'elle ne se fermât. Soutenir quelqu'un ne signifie pas l'aider à se tromper lui-même. Durant le trajet vers le rez-de-chaussée, elle sentit une pression glaciale dans sa poitrine. Blanche ne parlait plus comme une conseillère externe. Elle parlait comme quelqu'un qui croyait connaître les besoins émotionnels d'Arnaud mieux que sa propre femme. Ce même après-midi, Apolline reçut un appel inattendu d'Amandine Tellier. Elle ne s'était pas parlé depuis des mois, et la voix d'Amandine semblait plus ferme que la dernière fois qu'elle s'était vue. « Je sais que ça fait longtemps que je ne t'ai pas appelé, mais je voulais te dire quelque chose avant que tu ne l'apprennes par quelqu'un d'autre. J'ai commencé à collaborer avec une association d'aide aux femmes qui sortent de relations abusives. » Apolline sourit pour la première fois depuis des jours. « Je suis tellement contente pour toi. » Amandine garda le silence quelques secondes. « Je ne serais pas arrivée jusqu'ici si tu ne m'avais pas cru quand tout le monde me demandait de rentrer à la maison et d'être plus patiente. » Apolline sentit un nœud dans sa gorge. « C'est toi qui es sortie de là, Amandine. Je ne t'ai qu'accompagnée jusqu'à la porte. » La réponse arriva doucement. Parfois, accompagner quelqu'un jusqu'à la porte est ce qui rend possible de la franchir. Après avoir raccroché, Apolline resta immobile, comprenant l'étrange ironie de ses mots. Ce soir-là, Arnaud rentra après minuit. Apolline était assise dans le salon avec un livre ouvert qu'elle ne lisait plus depuis 20 minutes.
Il posa les clés sur la table et fut surpris de la voir éveillée. « Je t'avais dit que j'avais un dîner. » Apolline acquiesça. « Avec qui ?» Arnaud enleva sa veste. « Avec l'équipe de communication. » Elle attendit. Blanche était là. La mâchoire d'Arnaud se crispa. « Oui. » Apolline ferma le livre. « Qui d'autre ?» Il laissa échapper un rire bref. « Je ne vais pas te donner la liste des participants chaque fois que je sors. » Apolline l'observa quelques secondes. « Je ne t'ai pas demandé de liste pendant 3 ans. Je te le demande maintenant parce que tu me caches des choses depuis des mois. » Arnaud s'approcha, visiblement agacé. « Je te cache des choses ou j'évite tes interrogatoires. » L'inversion fut immédiate. Une fois de plus, elle devenait le problème. Apolline se leva. Quand quelqu'un commence à cacher des choses, poser des questions cesse d'être un interrogatoire. Arnaud dormit cette nuit-là dans la chambre d'amis et partit à l'aube sans dire au revoir. Durant les jours suivants, il maintint une distance froide, qui semblait conçue pour punir Apolline d'avoir initié la conversation. Elle reconnut le mécanisme, car elle l'avait déjà vécu. D'abord, il faisait quelque chose qui la blessait. Ensuite, elle l'exprimait. Et finalement, Arnaud se retirait jusqu'à ce qu'Apolline finisse par s'approcher pour restaurer la paix. Pendant des années, elle avait confondu cela avec de la maturité. Cette fois, elle n'alla pas le chercher. Elle continua à travailler de son côté et laissa le silence là où il était. Au 4e jour, Arnaud apparut dans la cuisine pendant qu'elle préparait le café. « Tu vas continuer comme ça longtemps ?» demanda-t-il. Apolline se tourna, surprise. « C'est toi qui as arrêté de me parler. » Il fronça les sourcils. « Parce que j'avais besoin d'espace. » Elle prit sa tasse. « Alors, je suppose que tu l'as eu. » Arnaud attendait des excuses. Pour la première fois, il ne les reçut pas. La tension entre eux commença à se faire sentir lors des événements familiaux. Pendant un déjeuner dans la maison de campagne des Garnier en Normandie, Arnaud se montra attentionné et affectueux devant les autres, posant une main dans le dos d'Apolline et lui demandant si elle avait besoin de quelque chose. Elle reconnut immédiatement le jeu d'acteur. Quand ils se retrouvèrent seuls quelques minutes dans la bibliothèque, il murmura « Pourrais-tu faire un effort ?» Apolline regarda vers la porte fermée. « Pourquoi ?» Pour ne pas paraître distante, elle laissa échapper un rire sans joie. « Ce qui t'inquiète, c'est ce que nous sommes ou ce dont nous avons l'air. » Arnaud répondit avec impatience. Dans une famille comme celle-ci, les deux comptent. Cette expression réapparut. Une famille comme celle-ci. Apolline comprit que pour lui, l'appartenance était liée à certaines règles non écrites et l'une d'elles était de protéger l'apparence du nom de famille, même lorsque l'intimité s'effondrait. Alors, être as-tu fait le mauvais choix en m'épousant, dit-elle. Arnaud la fixa. Parfois, je me le demande aussi. Ces 6 mots accompagnèrent Apolline pendant tout le retour à Paris. Arnaud conduisit en silence, probablement convaincu qu'elle finirait par pleurer ou chercher à se réconcilier. Ce ne fut pas le cas. Apolline contempla les lumières de l'autoroute et se souvint d'une conversation de leurs premiers mois ensemble, quand Arnaud lui avait dit qu'il admirait le fait qu'elle n'ait besoin de l'approbation de personne. Tu entres dans une pièce comme si tu avais le droit d'y être, même si personne ne t'a invité, avait-il dit alors, fasciné. Maintenant, il semblait lui en vouloir pour cette même qualité. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Apolline ne monta pas tout de suite. Elle resta dans la voiture et demanda « Quand as-tu cessé d'aimer qui je suis ?» Arnaud parut déconcerté. « Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas la peine. Tout ce que tu admirais chez moi te dérange maintenant. » Il regarda droit devant lui. « Les gens changent. » Apolline ouvrit la portière. « Oui, mais parfois, celui qui change n'est pas la personne que tu désignes. » Quelques jours plus tard, Florence Crépon invita Apolline à déjeuner. Elles étaient restées en contact occasionnel depuis la crise qui avait failli détruire la carrière de Florence, mais n'avaient jamais vraiment parlé de leur vie privée. Le restaurant était petit et lumineux, loin des lieux fréquentés par le cercle des Garnier. Florence arriva avec un dossier sous le bras et une expression joyeuse. « Je suis venue te rembourser une dette que tu ne peux pas me réclamer. » Apolline sourit. « Alors ça ne ressemble pas à une dette. » Florence fit glisser le dossier vers elle. Il contenait une proposition pour engager Apolline comme consultante externe sur un projet d'expansion. « J'aurais pu engager un cabinet plus grand, » expliqua-t-elle. « Mais quand tout le monde voulait me sacrifier, tu as préféré perdre de l'argent plutôt que de m'accuser sans preuve. Je veux travailler avec quelqu'un qui se comportera de la même manière quand les choses se compliqueront. » Apolline accepta d'examiner la proposition, émue par une confiance qu'elle n'avait pas eu à exiger. Pendant le déjeuner, Florence remarqua qu'Apolline regardait son téléphone chaque fois qu'il vibrait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Apolline fut sur le point de répondre automatiquement que « oui », mais s'arrêta. « Je ne sais pas. » C'était la première fois qu'elle admettait l'incertitude à voix haute.
Elle ne révéla pas de détails sur Blanche, ni n'accusa Arnaud de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore prouver. Elle expliqua seulement que leur mariage était devenu une succession de conversations où elle finissait par se demander si ses sentiments étaient raisonnables. Florence l'écouta, sans l'interrompre. Quand quelqu'un réussit à te faire constamment prouver que tu as le droit de te sentir blessé, tu finis épuisé avant même de parler de ce qui s'est passé, dit-elle finalement. Apolline leva les yeux. Cette observation lui parut d'une précision dérangeante. Être que j'interprète trop de choses. Florence secoua lentement la tête. C'est possible, mais il est aussi possible que tu aies passé tellement de temps à essayer d'être juste avec lui que tu as cessé d'être juste avec toi-même. Ce soir-là, Arnaud vit la proposition de Florence sur le bureau d'Apolline. « Tu vas encore travailler avec Crépon » demanda-t-il. « Probablement. » Il survola les documents sans permission. « Je pensais qu'après cette histoire, tu aurais appris quelque chose. » Apolline leva les yeux de son ordinateur. « J'ai appris que j'avais raison de ne pas l'accuser. » Arnaud laissa tomber le dossier. « Tu as perdu l'un de tes plus gros clients pour quelqu'un que tu connaissais à peine. Et elle était innocente. Ce n'est pas la question. » Apolline ferma lentement son ordinateur portable. « Pour moi, si. » Arnaud laissa échapper un soupir. « C'est exactement ça, ton problème. Tu as toujours besoin d'être la personne la plus correcte de la pièce. » La phrase la blessa moins qu'il ne l'espérait, car Apolline commençait déjà à reconnaître le schéma. « Je n'ai pas besoin d'être la plus correcte, » répondit-elle. « J'ai juste besoin de pouvoir me regarder dans le miroir après. » Arnaud partit sans répondre. Apolline comprit que pour lui, son éthique n'était plus une vertu, mais une forme de défi. À l'approche du gala annuel de la Fondation Garnier, Arnaud insista davantage pour qu'Apolline apparaisse à ses côtés. La presse économique commençait à publier des articles sur des tensions internes au sein du groupe, et il voulait éviter toute spéculation sur sa vie personnelle. Un après-midi, il laissa sur le lit une robe commandée pour elle sans la consulter. Elle était élégante, chère, et exactement dans le style que la famille Garnier jugeait approprié pour une épouse lors d'un gala. Apolline la regarda longuement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, quand Arnaud entra. « Pour l'événement de juin, j'ai des robes. » Il haussa les épaules. Celle-ci rend mieux sur les photos. Apolline toucha le tissu du bout des doigts. « Tu as aussi décidé comment je devais sourire. » Arnaud posa son téléphone sur la commode. « Ne transforme pas un cadeau en agression. » Elle répondit calmement. « Un cadeau se choisit en pensant à celui qui le reçoit. Celui-ci, tu l'as choisi en pensant à ceux qui le regardent. » Arnaud prit la robe et la jeta sur une chaise. « Tu sais à quel point c'est épuisant d'essayer de faire quelque chose pour toi. » Apolline ressentit un mélange d'incrédulité et de tristesse. « Tu ne fais pas quelque chose pour moi, Arnaud. Tu essayes de gérer mon image comme tu gères une crise d'entreprise. » Il répondit qu'elle était cruelle et qu'elle interprétait tout de la pire des manières. Puis il prononça la phrase qui finirait par la hanter. « Tu n'as jamais eu de famille stable. Alors être que tu ne comprends pas que parfois, il faut faire des compromis pour le bien de tous. » La chambre devint complètement silencieuse. Arnaud sembla réaliser immédiatement ce qu'il venait de dire, mais ne retira pas ses paroles. Apolline l'observa pendant plusieurs secondes et demanda « C'est ce que tu penses de moi ?» Il répondit « Ne déforme pas mes propos. » Elle secoua lentement la tête. « Je n'ai rien déformé. J'ai seulement entendu ce que tu essayais de dire depuis des mois, sans oser le faire. » Apolline passa cette nuit sur le canapé. Non pas parce qu'Arnaud le lui avait demandé, mais parce qu'elle ne supportait pas de dormir à côté de quelqu'un qui avait transformé la partie la plus douloureuse de son enfance en un argument pour l'invalider. Elle se souvint des Noëls de son adolescence, quand elle avait appris à ne pas demander où elle passerait les fêtes avant qu'un parent éloigné ne confirme qu'il y avait une place pour elle. Elle se souvint des anniversaires célébrés avec des camarades d'études parce qu'il n'y avait pas de table familiale où retourner. Pendant des années, elle avait travaillé pour ne pas avoir honte de quelque chose qu'elle n'avait jamais choisi. Arnaud connaissait ces histoires. Il en avait écouté certaines en la serrant dans ses bras, et maintenant, il utilisait cette vulnérabilité comme preuve qu'Apolline ne savait pas aimer correctement. Près de l'aube, elle alla à la cuisine, coupa les branches sèches du romarin et ne laissa que les pousses qui restaient vertes. Ce faisant, elle comprit que conserver quelque chose ne signifiait pas garder intact tout ce qui était en train de le tuer. Le lendemain matin, Arnaud tenta de se comporter comme si la discussion n'avait été qu'un excès sans importance. Il prépara 2 cafés et en posa un devant Apolline. « Hier, j'ai dit des choses que je ne voulais pas dire. » Elle répondit. « Alors dis-moi lesquelles. » Arnaud resta immobile. « Quoi ? Dis-moi exactement quelle partie tu ne voulais pas dire. » Il s'assit en face d'elle. « Je ne vais pas me soumettre à un examen pour chaque phrase. »
Apolline soutint son regard. Ça signifie que tu ne regrettes pas ce que tu as dit. Tu regrettes de l'avoir dit à voix haute. Arnaud tapota doucement la table avec ses doigts. Tu dois toujours gagner. Elle secoua la tête. Je n'essaye pas de gagner. J'essaye de savoir avec qui je suis marié. Il se leva brusquement. Avec un homme qui travaille 12 heures par jour pour maintenir une famille que tu juges de l'extérieur. Apolline regarda son café intact. Je suis ta femme, Arnaud. Si je suis toujours à l'extérieur après 3 ans, peut-être devrais-tu te demander qui m'y a laissé. La dégradation de leur relation coïncida avec une présence accrue de Blanche. En avril, Apolline commença à la voir sur des photos de réunions où sa participation professionnelle semblait logique, mais aussi, lors de petits dîners, de célébrations internes et de rencontres qui ne figuraient pas parmi ses responsabilités. Arnaud trouvait toujours une explication. Blanche comprenait le contexte. Blanche était indispensable pendant la crise. Blanche avait une vision pratique. Blanche savait comment rassurer certains investisseurs. Son nom commença à occuper chaque conversation, même quand Apolline ne le prononçait pas. Un soir, Arnaud rentra avec une odeur de parfum qu'elle reconnut du dîner organisé chez eux des mois auparavant. Elle ne demanda rien. Il parut s'inquiéter de son silence. « Tu ne vas rien dire ?» Apolline le regarda. « À propos de quoi ?» Arnaud mit un instant à répondre. « Je ne sais pas. Dernièrement, tu cherches des problèmes partout. » Elle retourna à son travail. « Alors ça devrait te rassurer que je n'en cherche aucun aujourd'hui. » Pour la première fois, ce fut Arnaud qui parut mal à l'aise face à l'absence d'accusation. Apolline commença à garder des copies de certains messages et changements d'agenda, non pas pour détruire son mari, mais pour se protéger de la confusion dans laquelle elle vivait. Elle notait des dates parce qu'Arnaud niait des conversations survenues quelques jours plus tôt. Elle conservait des emails parce que certains engagements disparaissaient après qu'elle ait posé des questions à leur sujet. La sensation était terrible. Elle ne voulait pas devenir une enquêtrice au sein de son propre mariage. Mais elle avait besoin de savoir si sa mémoire lui faisait défaut ou si quelqu'un réécrivait constamment la réalité. La réponse arriva de manière inattendue lorsqu'elle consulta un email transféré par erreur depuis le bureau d'Arnaud. Il ne contenait aucune confession amoureuse, seulement une réservation pour 2 chambres dans un hôtel à Bordeaux lors d'une réunion pour laquelle Arnaud lui avait assuré qu'il voyagerait seul avec le directeur financier. La 2e chambre était au nom de Blanche Moreau. Apolline resta à regarder l'écran, sentant que le silence des mois précédents venait de prendre forme. Elle n'appela pas Arnaud immédiatement, ni n'écrivit à Blanche. Elle ferma l'email, respira et sortit marcher dans Paris, alors que le ciel commençait à s'assombrir. Pendant près d'1 heure, elle parcourut des rues familières en se demandant ce qu'elle voulait vraiment savoir. Avoir 2 chambres ne prouvait pas une relation, il pouvait exister une explication parfaitement légitime. Cependant, le problème n'était plus cette réservation. C'était qu'Arnaud avait délibérément mentionné qu'il voyagerait avec lui et avait omis le nom de Blanche. Apolline comprit qu'elle cherchait depuis trop longtemps une preuve définitive, car elle croyait qu'elle n'aurait le droit de se sentir trahie que si elle pouvait prouver une infidélité physique. Mais le mensonge existait déjà, l'exclusion existait déjà, la manipulation existait déjà. En rentrant chez elle, elle trouva Arnaud dans le salon. Il sourit comme si de rien n'était. « Je pensais que tu rentrerais plus tard. » Apolline posa son sac et demanda « Qui est allé avec toi à Bordeaux ?» Le sourire disparut. Arnaud mit à peine 2 secondes à répondre, mais ce fut suffisant. « Je te l'ai déjà dit, Balthazar, et une partie de l'équipe financière. » Apolline sentit la dernière porte du doute se refermer. « Et Blanche ?» Il garda le silence. Puis il se dirigea vers la cuisine et répondit « Elle y était aussi une nuit. » Apolline ne bougea pas. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Arnaud ouvrit le réfrigérateur sans nécessité. « Parce que je savais exactement ce qui allait se passer. » Elle parla avec une sérénité qui l'obligea à la regarder. « Tu ne m'as pas menti parce que je me méfiais. Je me méfie parce que tu m'as menti. » Arnaud ferma la porte avec force. « Il ne s'est rien passé. » Apolline répondit. « Je ne t'ai pas encore demandé s'il s'était passé quelque chose. » Le visage de son mari changea. Durant un instant, il parut piégé entre plusieurs versions possibles. Apolline comprit alors qu'elle n'avait pas besoin de lui arracher une confession cette nuit-là. Le plus terrifiant était de découvrir à quel point il était devenu naturel pour son mari de décider de la vérité qu'elle méritait de connaître. Arnaud tenta de clore la conversation en l'accusant d'envahir sa vie privée, mais Apolline refusa de le suivre sur le terrain qu'il proposait. « Je ne discuterai pas de la façon dont je l'ai appris tant que tu n'auras pas répondu pourquoi tu as menti. » Il haussa la voix. « Parce qu'avec toi, tout se transforme en procès. » Elle resta immobile. « Alors, arrête de faire des choses que tu as besoin de cacher. » Arnaud la regarda avec un mélange de fureur et de désarroi. Peut-être s'attendait-il à des larmes,
peut être à une menace de divorce, peut être à la supplication qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Apolline ne fit rien de tout cela. Elle prit son ordinateur portable et se dirigea vers le bureau. Avant qu'elle ne ferme la porte, Arnaud dit « Tu n'as aucune idée de ce que tu mets en péril. » Apolline se retourna. « C'est justement ce que je veux découvrir. » Cette nuit-là, elle ne prit pas encore la décision de partir, mais elle commença à préparer quelque chose de plus important. Une vie dans laquelle connaître la vérité ne dépendrait pas de la volonté d'Arnaud de la lui accorder. Pendant les jours qui suivirent la conversation sur Bordeaux, Apolline cessa de chercher une confession et commença à regarder son mariage avec une clarté qui l'effrayait. Arnaud continuait de rentrer tard, mais maintenant elle notait mentalement quelle excuse il offrait, quelle partie changeait ensuite, et quels détails n'apparaissaient que lorsqu'il ne pouvait plus les nier. Un dîner avec des investisseurs devenait le lendemain une réunion avec l'équipe de communication. Un séjour d'une nuit finissait par en durer 2. Un message de Blanche apparaissait à 23h30 et Arnaud appelait ça une urgence de l'équipe. Apolline n'avait pas besoin de vérifier son téléphone. La distance entre ce qu'il disait et ce qui se passait réellement était suffisante. Le plus douloureux fut de comprendre qu'elle avait passé des mois à chercher une preuve extraordinaire de trahison alors que la trahison quotidienne était déjà sous ses yeux. De petits mensonges, des vérités incomplètes et une version de la réalité où c'était toujours elle qui réagissait de manière excessive. Fin avril, Arnaud rentra à la maison avec un sac d'une boutique de luxe qu'Apolline connaissait bien car elle n'y faisait jamais d'achat. Il le laissa sur une chaise et dit que c'était un cadeau pour une dirigeante étrangère qui visitait Paris. 2 jours plus tard, lors d'une rencontre fortuite au siège du groupe, Apolline vit Blanche porter un foulard en soie exactement identique à celui qu'elle avait distingué dans ce sac. Elle ne dit rien. Blanche, cependant, porta une main à son cou en remarquant son regard. Le geste ne dura qu'1 seconde, mais fut suffisant pour transformer un soupçon en certitude émotionnelle. Ce soir-là, Apolline interrogea Arnaud sur le cadeau. Il répondit trop vite « Je ne vois pas de quoi tu parles ». Elle décrivit le sac. Arnaud changea alors de version. C'était pour plusieurs cadeaux d'entreprise. Apolline l'observa en silence. Elle ne discuta plus. Le mensonge venait de se corriger sous ses yeux comme un document mal rédigé. La discussion qui suivit fut la première où Arnaud cessa d'essayer de paraître raisonnable. « Tu sais pourquoi je peux parler avec Blanche et pas avec toi ? Parce qu'elle ne transforme pas chaque erreur en une condamnation. » Apolline se tenait près de la fenêtre, les bras croisés pour contenir le tremblement de ses mains. « Alors tu parles avec elle de nous ?» Arnaud détourna le regard. « Je parle avec qui m'écoute. » Apolline sentit une douleur plus profonde que la jalousie. « Je t'ai écouté pendant des années. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est de te donner raison quand tu avais tort. » Il laissa échapper un rire amer. « Exactement. Tu dois toujours être au-dessus. » Apolline répondit. « Je ne suis pas au-dessus de toi. Je suis à tes côtés. Mais tu ne reconnais le soutien que lorsqu'il signifie obéissance. » Arnaud prit sa veste et partit. Avant de fermer la porte, il dit « Peut-être que si tu avais su comment construire une famille, tu comprendrais ce qu'il en coûte pour en maintenir une. » Cette fois, Apolline ne pleura qu'après son départ. Cette phrase acheva la dernière partie d'elle, qui cherchait encore une explication innocente. Apolline ouvrit la vieille boîte en bois et commença à y ranger des copies de documents importants, ses propres contrats, des relevés de ses comptes, des certificats professionnels et les quelques objets personnels qu'elle ne voulait pas laisser derrière elle si un jour elle devait partir rapidement. Elle ne préparait pas une vengeance, ni ne calculait ce qu'elle pouvait obtenir d'Arnaud. Au contraire, son premier réflexe fut de s'assurer que personne ne pourrait dire plus tard qu'elle était restée pour l'argent. Elle conservait ses propres revenus et n'avait jamais complètement mélangé ses finances avec celles du groupe. Cette indépendance, qu'Arnaud avait si souvent présentée comme un manque d'engagement, devint maintenant une porte de sortie possible. Face au miroir de la chambre, Apolline retira son alliance pendant quelques secondes. Elle n'était pas encore prête à la laisser définitivement. Mais pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer sa main sans elle, et découvrit que l'image ne lui faisait pas peur, mais la soulageait. 2 nuits plus tard, la réponse qu'Apolline n'attendait plus arriva d'elle-même. Arnaud était sous la douche lorsque son téléphone, laissé sur la table du salon, s'illumina avec un aperçu qu'elle n'eut pas besoin de toucher pour lire. C'était un message de Blanche. « Je ne peux plus t'entendre dire que tu as besoin de temps alors que tu retournes dormir à ses côtés. » Apolline resta immobile. Elle n'ouvrit pas la conversation. Elle n'eut pas besoin d'en chercher plus. Quand Arnaud sortit de la salle de bain, il la trouva debout près de la table. Elle désigna le téléphone. Un message est apparu. La couleur quitta son visage.
Pendant plusieurs secondes, il ne parla pas. Puis il dit « Je peux t'expliquer » Apolline ressentit un calme presque physique. « Alors, fais-le. » Arnaud se passa une main dans les cheveux. Blanche s'est impliquée plus qu'elle n'aurait dû. Apolline demanda « Elle seule ?» Le silence répondit avant lui. Finalement, Arnaud murmura « Il y a eu des choses entre nous. » Apolline avait imaginé cette confession de nombreuses fois et pensait qu'elle ressentirait de la fureur, l'envie de casser quelque chose ou le besoin d'exiger chaque détail. Rien de tout cela n'arriva. La seule chose qu'elle ressentit fut de la fatigue. « Depuis quand ?» demanda-t-elle. Arnaud dit qu'il ne savait pas exactement quand il avait franchi la ligne, que cela avait commencé par des conversations. Puis une proximité que ni l'un ni l'autre n'avait cherchée, et finalement des rencontres qui, selon lui, s'étaient produites parce que leur mariage était déjà brisé. Apolline leva les yeux en entendant cette dernière partie. « Non, notre mariage avait des problèmes. Tu as décidé de me tromper. » Arnaud se tendit. « Tu ne peux pas séparer les deux. » Elle répondit. « Bien sûr que je peux. J'étais aussi dans ce mariage et je n'ai pas fait la même chose. » Alors, il commença à énumérer ses griefs, sa froideur, ses critiques, son refus de soutenir les décisions du groupe, sa résistance face à la famille. Chaque argument transformait un choix d'Arnaud en une conséquence inévitable du caractère d'Apolline. Quand Arnaud eut terminé, Apolline posa une question qui le déconcerta. « As-tu dit à Blanche que tu allais me quitter ?» Il baissa le regard. « Nous avons parlé de possibilités. » Elle comprit immédiatement. Blanche n'était pas seulement une aventure secrète. Arnaud avait construit un avenir pour elle tout en maintenant sa femme à la place publique dont il avait besoin. « Alors fais-le, » dit Apolline. Arnaud fronça les sourcils. « Quoi ? Quitte-moi. Tu n'as pas besoin d'attendre que je te pardonne ou qu'elle soit patiente. » La réaction d'Arnaud fut immédiate. « Nous ne pouvons pas prendre une décision comme ça maintenant. » Apolline faillit sourire devant la contradiction. « Tu prends des décisions comme ça depuis des mois. » Il expliqua que la crise du groupe était à un moment délicat, que la fondation célébrerait son gala annuel en juin et qu'une séparation publique pourrait être interprétée comme une instabilité au sein de la direction. Apolline l'écouta jusqu'au bout. Soudain, elle comprit pourquoi elle était encore là, non par amour, mais par utilité. Arnaud proposa une solution qui acheva de détruire tout doute sur leur avenir. Nous pouvons vivre séparés, de fait, pendant quelques mois, mais continuer à apparaître ensemble à certains événements. Après la restructuration du groupe, nous annoncerons ce que nous avons à annoncer. Apolline le regarda comme si elle parlait à un inconnu. « Tu veux que je feigne d'être ta femme pendant que tu entretiens une relation avec Blanche ?» Il leva les mains. « Je veux éviter qu'une affaire privée ne nuise à des centaines d'employés. » Apolline secoua lentement la tête. « N'utilise pas tes employés pour justifier que tu veux contrôler le moment où ta tromperie devient gênante. » Arnaud répondit qu'elle simplifiait une situation complexe. « Non, Arnaud. Ce qui était complexe, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait. Maintenant, c'est assez simple. » Apolline alla dans la chambre, sortit une petite valise et commença à y mettre des vêtements. Il la suivit. « Si tu pars maintenant, tout le monde posera des questions. » Elle répondit. « Pour la première fois, ces questions ne seront pas ma responsabilité. » Cependant, Apolline ne quitta pas l'appartement cette nuit-là. Elle s'arrêta en comprenant que partir avec une valise à minuit permettrait à Arnaud de présenter la rupture comme une explosion impulsive. Elle ne voulait pas jouer le jeu de la réputation, mais ne voulait pas non plus lui offrir l'histoire dont il avait besoin. Elle rangea la valise dans le placard et dit « Je partirai quand j'aurai organisé mon travail et trouvé un logement définitif. Non pas parce que tu as besoin de temps, mais parce que je ne vais pas abandonner ma vie comme si j'avais fait quelque chose de honteux. » Arnaud sembla interpréter cette décision comme une opportunité. Durant les jours suivants, il devint étrangement aimable. Il acheta des fleurs, évita de mentionner Blanche et tenta de retrouver de petites habitudes domestiques. Apolline reconnut le mécanisme avec une clarté nouvelle. Ce n'était pas de la réconciliation, car cela n'incluait jamais de prise de responsabilité. C'était la restauration de son confort. Chaque geste aimable était accompagné d'une attente silencieuse, qu'elle cesse d'avancer vers la sortie. Blanche appela Apolline une semaine plus tard. L'appel fut bref et profondément révélateur. « Je sais qu'Arnaud t'a tout raconté », commença-t-elle d'une voix qui se voulait ferme. Apolline répondit. « Il m'a raconté une partie. » Blanche garda le silence puis dit « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Il m'a assuré que votre relation était terminée depuis longtemps. » Apolline ferma les yeux. Elle n'eut pas envie de la consoler, ni de rivaliser avec elle. Notre relation allait mal. Elle n'était pas terminée. Blanche répliqua qu'Arnaud disait se sentir piégé, qu'il essayait de maintenir une façade depuis des années
et qu'Apolline ne l'avait jamais compris. L'épouse reconnut chaque phrase. C'étaient des versions amplifiées de celles qu'Arnaud utilisait à la maison. « Blanche, je ne vais pas discuter avec toi de qui l'a le mieux compris, dit-elle. Mais si tu as besoin de savoir s'il dormait avec moi, dînait avec moi, assistait à des événements avec moi, et me demandait de continuer à jouer le rôle de son épouse pendant qu'il te promettait autre chose, la réponse est oui. » De l'autre côté, un silence glacial s'installa. La conversation avec Blanche eut une conséquence inattendue. Apolline cessa de la voir uniquement comme la femme qui avait envahi son mariage et commença à la voir aussi comme quelqu'un nourri par une histoire soigneusement construite. Cela n'effaçait pas sa responsabilité. Blanche savait qu'Arnaud était marié et avait choisi de continuer, mais Apolline comprit qu'il les avait placées toutes les deux dans des positions opposées, tout en offrant à chacune une version différente de la même relation. À elle, il disait que Blanche était une amitié exagérée par sa jalousie. À Blanche, il disait que leur mariage était mort et qu'il ne restait qu'à régler des questions publiques. Arnaud gardait le contrôle pendant que les deux femmes portaient le poids de la honte. Cette compréhension ne suscita pas une solidarité immédiate, mais elle élimina une tentation dangereuse. Apolline ne transformerait pas sa douleur en une compétition pour prouver laquelle des deux méritait d'être choisie. Elle ne voulait plus qu'Arnaud la choisisse. Elle voulait cesser de participer à son système. Peu après eut lieu la rencontre qui changea complètement le sens de tout. Apolline s'était rendue à une présentation professionnelle au Centre Pompidou à Paris quand elle reconnut Virginie Jarreau près d'une des tables du hall. Elle avait vu de vieilles photographies et connaissait son visage, bien qu'elle ne se soit jamais parlé. Virginie la reconnut également. Pendant quelques secondes, les deux femmes semblèrent envisager la possibilité de faire comme si elles ne s'étaient pas vues. Ce fut Virginie qui s'approcha la première. Apolline répondit avec courtoisie. Il n'y avait pas d'hostilité, seulement un malaise chargé d'histoires racontées par des tiers. Arnaud avait toujours décrit ce mariage précédent comme une erreur de jeunesse. Il disait que Virginie était impulsive, qu'elle avait privilégié sa liberté à tout engagement et qu'elle l'avait finalement abandonné quand il avait le plus besoin de stabilité. Apolline n'avait jamais pensé à chercher une autre version. Cet après-midi-là, pour la première fois, elle se demanda pourquoi elle n'en connaissait qu'une. Virginie proposa de prendre un café à une table à l'écart. « Je ne vais rien te demander sur Arnaud, dit-elle avant de s'asseoir. Et je ne veux pas que tu penses que j'attends ce moment depuis des années. » Apolline eut honte d'avoir supposé une telle chose. « Il m'a raconté que votre séparation avait été très difficile. » Virginie sourit sans joie. « J'en suis sûre. » Pendant quelques minutes, elles parlèrent de sujets neutres, jusqu'à ce que Virginie observe l'alliance à la main d'Apolline et demande « Est-ce qu'il te dit encore que tu es trop indépendante ?» Apolline resta figée. Virginie continua avec prudence. « À moi, il a d'abord dit qu'il admirait que je n'ai besoin de personne. Puis il a commencé à dire que cela signifiait que je ne savais pas construire un couple. » Le bruit du café sembla s'éloigner. Apolline ne répondit pas. Virginie ajouta « Il disait aussi que je transformais chaque désaccord en procès et qu'il avait besoin de quelqu'un qui sache le soutenir. » C'étaient des mots presque exacts. Apolline sentit le sol émotionnel sous ses pieds se dérober. « Il y avait une autre femme ?» demanda-t-elle. Virginie secoua la tête. « Je ne peux pas l'affirmer. Je n'ai jamais eu de preuves, et ça n'a pas autant d'importance que je le croyais. » Elle expliqua qu'à la fin de son mariage, Arnaud avait commencé à raconter à leurs amis et à leur famille qu'elle était instable, égoïste et trop centrée sur sa carrière. Quand Virginie réagissait avec colère, cette colère devenait la preuve de cette description. « J'ai commis des erreurs, dit-elle avec sérénité. J'ai crié. J'ai dit des choses cruelles. Et pendant des mois, j'ai voulu lui faire payer ce qu'il m'avait fait ressentir. Je n'ai pas besoin de prétendre que j'étais parfaite. Mais j'ai appris une chose après. Arnaud supporte mal de se sentir coupable. Quand il fait du mal, il a besoin de trouver une explication qui transforme le mal en une conséquence de ce que l'autre personne a fait avant. » Apolline posa sa tasse sur la soucoupe. Cette phrase organisa d'un coup des mois entiers de confusion. Virginie n'essaya pas de la recruter contre Arnaud. En fait, ce fut précisément cette absence de désir de vengeance qui rendit chaque mot crédible. « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, » dit-elle. « Mais si jamais tu te surprends à défendre ton caractère au lieu de parler de ce qu'il a fait, arrête-toi. Cette conversation est déjà déviée. » Apolline pensa à Bordeaux, aux messages de Blanche et aux références constantes à son enfance. « Il m'a dit que je ne sais pas construire une famille parce que je n'en ai jamais eu de stable. » Virginie ferma les yeux un instant. « À moi, il a dit que je ne savais pas m'engager parce que mes parents m'avaient toujours permis de faire ce que je voulais. L'histoire n'était pas la même. Mais l'outil, si. » Arnaud trouvait la blessure la plus intime de chaque femme
et la transformait en explication de pourquoi elle était difficile à aimer. Apolline sentit de la rage, mais aussi une étrange libération. Peut-être avait-elle passé des mois à essayer de corriger un défaut qui n'avait jamais existé. Avant de se quitter, Virginie clarifia quelque chose qu'Apolline n'oublierait pas. Ne laisse pas ce que je te raconte décider pour toi. Si tu restes, que ce soit parce que tu le choisis. Si tu pars, que ce ne soit pas non plus à cause de moi. Je veux juste que tu aies une information que je n'ai pas eue. Apolline lui demanda pourquoi elle avait accepté de parler après tant d'années. Virginie regarda vers la rue. Parce que quand j'étais dedans, tout le monde connaissait la version d'Arnaud, et personne ne s'est donné la peine de me demander la mienne. Je ne veux pas devenir une de ces personnes avec toi. Puis elle partit sans demander un numéro de téléphone, ni proposer une alliance. Apolline resta assise plusieurs minutes. La conversation n'avait pas prouvé chaque détail de son mariage, mais elle avait révélé quelque chose de plus important. La manière dont Arnaud réorganisait ses relations pour préserver toujours la même image de lui-même, celle de l'homme raisonnable qui ne faisait que réagir face à des femmes trop difficiles. En rentrant à l'appartement, Apolline trouva Arnaud en train de revoir les détails du gala annuel de la fondation. Sur la table se trouvaient des plans de table, des listes d'invités et une proposition de placement où leurs noms apparaissaient ensemble à la place d'honneur. Il désigna les papiers comme si les dernières semaines n'avaient pas eu lieu. « J'ai besoin de confirmer que tu viendras. » Apolline posa son sac et demanda. « Blanche y sera aussi ?» Arnaud leva les yeux. « Elle travaille pour le groupe. Je ne t'ai pas demandé pourquoi. Je t'ai demandé si elle y sera. » Il répondit que oui et ajouta qu'il espérait de la maturité de la part de tous. Apolline ressentit un calme nouveau. Elle n'entendait plus ce mot comme une obligation. « J'irai, » dit-elle. Arnaud parut soulagé. « Merci. Je savais que nous pourrions gérer ça en adulte. » Apolline le regarda pendant quelques secondes. « Je ne viens pas pour te protéger, Arnaud. Je viens parce que je n'ai plus l'intention de me cacher pour te faciliter l'histoire. » Il ne comprit pas tout à fait la différence. Il ne savait pas encore qu'elle venait de découvrir que cette histoire avait commencé bien avant de le connaître. Le regard de tout le salon était toujours fixé sur les trois femmes qui venaient de se lever quand Apolline posa son alliance sur la nappe. Amandine Tellier fut la première à s'approcher de la table d'honneur. Elle marcha sans hâte, avec une sérénité qui contrastait avec la nervosité des invités, et s'arrêta à quelques pas de Blanche. « Je ne suis ni la sœur d'Apolline, ni sa cousine, ni membre d'une famille puissante, » dit-elle. « En fait, pendant longtemps, nous nous sommes à peine vus. » Blanche fronça les sourcils comme si elle attendait une explication qui ramènerait le contrôle à la scène. Amandine regarda alors Apolline. « Mais quand j'étais convaincue que personne ne me croirait, elle l'a fait. Elle n'a pas eu besoin de partager mon sang pour décider que ma peur était une raison suffisante pour m'aider. » Arnaud baissa les yeux tandis que plusieurs invités commençaient à échanger des regards gênés. Amandine ne parla pas avec dramatisation, ni ne décrivit de détails intimes qu'elle ne voulait pas transformer en spectacle. Elle expliqua uniquement que, des années auparavant, elle avait été piégée dans un mariage où chaque humiliation était présentée comme une de ses exagérations, et chaque tentative de départ se terminait par des questions sur ce qu'elle avait fait pour provoquer le conflit. Quand j'ai demandé de l'aide, beaucoup de gens m'ont conseillé d'être patiente, continua-t-elle. Apolline a été la première à ne pas me demander ce que je pouvais faire pour mieux le supporter. Elle m'a demandé de quoi j'avais besoin pour être en sécurité. Le silence du salon changea de nature. Ce n'était plus de la curiosité, c'était de l'attention. Amandine soutint le regard de Blanche. Alors, quand vous dites que personne ne se lèverait pour elle parce qu'elle n'a pas de famille, vous vous trompez. Certaines d'entre nous sont debout précisément parce que nous savons ce que cela signifie quand tous les autres préfèrent rester assis. Blanche ouvrit la bouche pour répondre, mais une deuxième voix l'interrompit. Et je ne suis pas de la famille non plus. Florence Crépon s'avança depuis la zone des partenaires commerciaux, laissant derrière elle une table où plusieurs dirigeants l'observaient avec une inquiétude visible. Elle se plaça à côté d'Amandine et regarda directement Arnaud avant de s'adresser à l'Assemblée. Il y a 2 ans, mon entreprise était prête à me détruire pour se protéger. Il y avait eu une fuite d'informations et tout le monde voulait désigner quelqu'un avant la fin de l'enquête. Apolline aurait pu conserver un contrat énorme si elle avait accepté de répéter ce que le conseil voulait entendre. Elle ne l'a pas fait. Florence respira profondément. Elle a demandé des preuves, a refusé de m'accuser et a perdu de l'argent à cause de cette décision. Puis elle regarda Apolline. J'ai retrouvé mon honneur parce que quelqu'un a considéré que la vérité valait plus que de plaire à ceux qui payaient la facture. Arnaud intervint pour la première fois d'un ton contenu. Florence, cela n'a rien à voir avec le gala. Elle se tourna vers lui. Si, ça a tout à voir.
Le murmure augmenta. Florence désigna discrètement Apolline. Tu laisses insinuer depuis des mois que ta femme est avec toi pour ton nom, qu'elle a besoin des Garnier pour avoir une position et que sans votre famille, elle ne serait personne. Je suis ici pour dire que quand Apolline a dû choisir entre l'argent et protéger une personne qui ne pouvait rien lui offrir, elle a choisi de perdre de l'argent. Arnaud serra la mâchoire. Florence continua. Alors, j'aimerais savoir quelle sorte d'opportuniste renonce volontairement à un avantage pour empêcher qu'une innocente soit transformée en coupable. Personne ne répondit. Blanche cessa de regarder Apolline et tourna les yeux vers Arnaud, pour la première fois avec une réelle incertitude. C'est alors que Virginie Jarreau commença à marcher depuis l'extrémité opposée du salon. Sa présence provoqua une réaction différente. Certains membres plus âgés de l'entourage des Garnier la reconnurent immédiatement et cessèrent de feindre l'indifférence. Arnaud se raidit. Virginie ne dit rien, elle continua d'avancer. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu raconter des histoires intimes. » En arrivant à la table, elle se plaça légèrement à l'écart des deux autres femmes. « Je ne suis pas de la famille d'Apolline non plus. Contrairement à elle, je ne peux pas dire qu'elle m'ait sauvée, défendue ou protégée. » Blanche l'observa, confuse. Virginie sourit tristement. « Je suis l'ex-femme d'Arnaud. » La réaction parcourut le salon comme une décharge électrique. Apolline resta immobile. Elle savait que Virginie assisterait à l'événement en raison de sa relation avec la Fondation, mais ne s'attendait pas à ce qu'elle décide de parler publiquement. Arnaud se leva. « C'est complètement inapproprié. » Virginie le regarda sans élever la voix. Ce qui serait inapproprié, ce serait de laisser la même chose se reproduire devant des centaines de personnes et de faire semblant de ne rien reconnaître. Arnaud fit un pas vers elle. « Tu ne sais pas ce qui se passe entre Apolline et moi. »« Tu as raison, » répondit Virginie. « Je ne connais pas tous les détails. C'est pourquoi je ne vais pas parler de votre mariage. Je vais parler du mien. » La précision de cette réponse le laissa sans argument pendant une seconde. Virginie se tourna vers les invités. « Quand Arnaud et moi nous sommes séparés, j'ai commis des erreurs. J'ai été impulsive. J'ai dit des choses que j'ai regrettées plus tard, et j'ai très mal géré une partie de cette douleur. Je ne suis pas ici pour me transformer en victime parfaite. » Apolline remarqua que certaines personnes écoutaient avec plus d'attention, précisément parce que Virginie n'essayait pas d'effacer sa propre responsabilité. Virginie continua. « Mais après notre séparation, j'ai découvert que beaucoup de gens avaient reçu une version de moi que je n'avais jamais entendue. J'étais trop indépendante, trop ambitieuse, incapable de construire une famille et émotionnellement difficile. » Arnaud expliquait chacune de ses décisions comme une réaction à quelque chose que j'avais fait en premier. Le visage de Blanche perdit sa couleur. Arnaud tenta de l'interrompre, mais Virginie leva une main. « Je ne dis pas que nos mariages sont identiques. Je dis que je reconnais les mots. » Puis elle regarda Apolline. « Tu l'as admirée parce qu'elle n'avait pas besoin de ton nom pour exister. Maintenant, tu dis que cette indépendance prouve qu'elle ne comprend pas ce que signifie une famille. Moi, tu m'as admirée parce que j'avais ma propre vie. Puis tu as utilisé exactement cela pour expliquer pourquoi tu n'étais pas heureux avec moi. » Un murmure traversa les tables. Pour la première fois, le schéma cessa d'être une impression privée et prit forme devant tout le monde. Blanche regarda Arnaud comme si elle attendait qu'il nie chaque mot de manière convaincante. « Tu m'as dit que Virginie t'avait quitté parce qu'elle n'avait jamais voulu s'engager, » murmura-t-elle. La question sortit presque malgré elle, mais le micro de la table principale était suffisamment proche pour que plusieurs invités l'entendent. Arnaud se tourna vers elle avec une fureur contenue. « Ce n'est pas le moment. » Blanche recula légèrement. Virginie ne sourit pas, ni ne sembla apprécier son désarroi. « C'est peu. Être la version dont il se souvient, » dit-elle. « Je n'ai pas besoin de t'obliger à croire la mienne. » Puis elle ajouta calmement. « La seule chose que je peux te dire, c'est qu'à la fin, j'ai arrêté de discuter de ce qu'Arnaud faisait. Et j'ai passé des mois à essayer de prouver que je n'étais pas la femme qu'il disait que j'étais. Ce changement de conversation est ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre. » Apolline observa Blanche et vit disparaître une partie de l'arrogance avec laquelle elle avait prononcé l'humiliation quelques minutes plus tôt. Elle ne ressentit aucune satisfaction. Ce qu'elle voyait, c'était une femme qui commençait à découvrir que de nombreuses phrases qu'elle croyait exclusives à sa relation avec Arnaud avaient peut-être déjà été prononcées. Blanche regarda Apolline. « Il m'a dit que votre mariage était terminé bien avant que j'apparaisse. » Apolline répondit sans hostilité. « Il était détérioré, pas terminé. » Blanche déglutit. « Il m'a dit que tu restais à ses côtés, parce que tu avais besoin de ta position. » Apolline désigna l'alliance sur la table. « Je n'ai jamais dépendu financièrement de lui. » Florence confirma de sa place. « C'est facile à prouver. »
Arnaud frappa doucement la table avec la paume de sa main. Ça suffit. Ma vie privée ne va pas se transformer en tribunal public parce que plusieurs personnes ont décidé de régler leur compte ce soir. Cette phrase fit qu'Apolline releva la tête. Personne ne te juge pour être tombé amoureux d'une autre personne, dit-elle. Arnaud laissa échapper un rire incrédule. Non. On te regarde pour la façon dont tu as traité les gens quand tes sentiments ont changé. La salle retomba dans le silence. Apolline désigna Virginie sans la toucher. Tu aurais pu mettre fin à ton mariage avec elle sans transformer sa personnalité en l'explication de toutes tes erreurs. Puis elle regarda Blanche. Tu aurais pu me quitter avant de lui promettre un avenir. Finalement, elle soutint les yeux d'Arnaud. Et tu aurais pu me dire la vérité sans utiliser mon enfance pour me convaincre que le problème, c'était que je ne savais pas ce que signifiait une famille. Arnaud respira profondément, essayant de garder son sang-froid. C'est une version émotionnelle de faits beaucoup plus complexes. Apolline répondit. La complexité n'efface pas ta responsabilité. Arnaud chercha du soutien parmi les membres de sa famille et du conseil, mais ne trouva que des expressions prudentes. Jusqu'à ce moment, beaucoup avaient compris la situation comme une crise conjugale inopportune. Maintenant, ils commençaient à percevoir un problème différent. La facilité avec laquelle Arnaud mélangeait les affaires privées avec la structure du groupe et utilisait la réputation de l'entreprise pour contrôler les timings, les apparences et les versions. Un administrateur plus âgé demanda depuis sa table. « Arnaud, est-il vrai que tu as demandé à Apolline de maintenir des apparitions publiques conjointes après lui avoir communiqué ta relation avec Blanche ?» Il mit du temps à répondre. « Je lui ai demandé d'être responsable pendant une période délicate pour l'entreprise. » Apolline corrigea. « Tu m'as demandé de jouer le rôle d'une épouse dans un mariage que tu savais déjà que tu étais en train de briser. » Un autre dirigeant baissa les yeux. Le gala, conçu pour projeter la stabilité, se transformait en une démonstration publique de combien cette stabilité avait dépendu de la collaboration silencieuse d'Apolline. Blanche paraissait de plus en plus bouleversée. « Tu m'as dit qu'elle était d'accord pour attendre », dit-elle à Arnaud. Il la regarda avec irritation. « Nous n'allons pas discuter de ça ici. Tu m'as dit que c'était une décision commune. » Arnaud serra les dents. « Blanche, ça suffit. » Cet ordre produisit un effet étrange sur elle. Quelques mois plus tôt, elle se serait être tue immédiatement, interprétant son ton comme de la pression ou de la fatigue. Maintenant, elle l'observait avec d'autres yeux. « Tu m'as aussi dit que Virginie avait essayé de te détruire après la séparation. » Virginie répondit avant Arnaud. « Je n'ai jamais essayé de le détruire. En fait, j'ai gardé le silence pendant des années parce que j'étais épuisé. » Blanche regarda les trois femmes, puis Arnaud. « Et qu'est-ce que tu diras de moi quand tout ça sera terminé ?» La question fut si simple que personne n'eut besoin d'ajouter quoi que ce soit. Pour la première fois depuis le début de la soirée, Arnaud n'eut pas de réponse préparée. Amandine intervint alors, mais pas pour attaquer Arnaud. Ceci ne devrait pas se transformer en une querelle entre quatre femmes pour un homme. Elle regarda Blanche directement. Ce que vous avez dit à Apolline était cruel. Le fait qu'Arnaud vous ait raconté une histoire ne vous oblige pas à humilier une autre personne. Blanche baissa les yeux. Amandine continua. Et que vous découvriez maintenant qu'il vous a être aussi trompé, n'efface pas ce que vous avez fait. Mais ça vous donne la possibilité de décider de ce que vous ferez après. Florence acquiesça. Aucune de nous n'est ici pour gagner Arnaud. Virginie ajouta. Je ne veux même rien récupérer de ce passé. Apolline sentit que ces mots réorganisaient toute la scène. Elles n'étaient pas des rivales regroupées autour d'un homme puissant. C'étaient des femmes refusant d'accepter que leurs histoires soient confrontées pour protéger le seul qui, pendant des années, avait contrôlé la façon de les raconter. Arnaud perdit finalement son calme. C'est terminé. Il se tourna vers Apolline. Tu vas sortir avec moi maintenant, et nous parlerons en privé. Elle le regarda, surprise par l'autorité avec laquelle il avait prononcé l'ordre. Non. Arnaud s'approcha suffisamment pour baisser la voix. Tu fais du tort à la famille et à l'entreprise. Apolline sentit une clarté absolue. Voilà encore le même outil. Transformer sa réaction en menace et son silence en obligation. Je n'ai pas organisé cette situation, répondit-elle. Blanche m'a humilié. Tu t'es tue. Trois femmes ont décidé de parler. Rien de tout cela n'était sous mon contrôle. Arnaud serra les lèvres. Peux-tu arrêter ça? Apolline demanda. Comment? En partant avec moi. Elle secoua la tête. Ça ne l'arrêterait pas. Ça donnerait seulement l'impression que j'ai quelque chose dont je devrais avoir honte. Le visage d'Arnaud se durcit. Alors, tu choisis de m'humilier? Apolline répondit. Non, j'arrête de te protéger de tes propres décisions. Ces mots firent changer quelque chose même parmi les invités les plus proches d'Arnaud.
Pendant des années, Apolline était intervenue discrètement pour apaiser les conflits, corriger les messages, éviter les déclarations impulsives et maintenir des relations que son mari tenait pour acquises. Personne n'y avait trop pensé, car le travail invisible ne devient évident que lorsqu'il cesse d'être fait. Ce soir-là, Apolline n'appela pas le protocole pour demander la discrétion, ne demanda pas à Florence de baisser le ton, ne supplia pas Virginie d'éviter de mentionner le passé et n'essaya pas de rassurer Blanche. Elle n'attaqua pas non plus. Elle permit simplement à chaque personne d'assumer ses propres paroles. Un membre du conseil s'approcha d'Arnaud et lui demanda de quitter momentanément la table d'honneur pour éviter que la situation ne s'aggrave. Arnaud le regarda, incrédule. « Tu me demandes de sortir de mon propre gala. » L'administrateur répondit. « Je te demande d'arrêter d'en faire un conflit majeur. » Blanche s'assit lentement, comme si ses jambes ne la soutenaient plus. Apolline l'observa sans s'approcher. Après quelques secondes, Blanche parla à peine au-dessus d'un murmure. « Je savais que tu étais marié, » dit-elle en regardant Arnaud. « Je ne vais pas prétendre que je ne le savais pas, mais tu m'as assuré qu'elle voulait seulement sauver les apparences. » Arnaud répondit froidement. « N'essaye pas de te faire passer pour une victime maintenant. » Blanche resta immobile. Cette phrase sembla la frapper plus que n'importe quelle accusation d'Apolline. « C'est la même chose que tu as dite de Virginie, » murmura-t-elle. Arnaud ouvrit la bouche, mais Blanche continua. « Et d'Apolline, tu as dit qu'elle se posait toujours en victime quand elle te remettait en question. » Virginie ferma les yeux un instant. Le schéma venait de se répéter devant tout le monde, non plus comme un souvenir du passé, mais comme un mécanisme actif, qu'Arnaud utilisait même en essayant de se défendre. Apolline ressentit de la tristesse avant la victoire. Elle avait aimé cet homme et ne pouvait effacer d'un coup les bonnes années, les nuits où elle avait cru en ses promesses, ni les moments où Arnaud avait été attentionné sans feindre. Mais comprendre le schéma signifiait accepter quelque chose de douloureux. Une personne pouvait l'avoir aimé tout en développant des manières profondément nuisibles de se protéger. « Arnaud, » dit-elle, et sa voix le fit se retourner. « Je ne pense pas que tu sois incapable d'aimer quelqu'un. Je pense que tu es incapable de te voir comme la personne qui a fait du mal. C'est pourquoi tu as toujours besoin que la femme en face soit trop froide, trop ambitieuse, trop indépendante, trop compliquée ou trop seule. » Arnaud pâlit. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » Apolline répondit doucement. « Pendant des mois, j'ai pensé exactement ça. Maintenant je sais que si. » Arnaud regarda autour de lui et comprit finalement qu'il ne contrôlait plus la salle. Non pas parce qu'Apolline avait rassemblé des ennemis, mais parce que chaque tentative de détourner la responsabilité était reconnue en temps réel. Il se dirigea vers la sortie, accompagné de 2 membres du conseil, mais avant de quitter le salon, il s'arrêta près de sa femme. « Quand tout ça sera terminé, tu regretteras d'avoir laissé des inconnus détruire ce que nous avons construit. » Apolline regarda Amandine, Florence et Virginie. « Ce ne sont pas elles qui l'ont détruit. » Arnaud répondit. « Elles ne sont même pas ta famille. » Apolline contempla les 3 figures qui avaient traversé ce salon sans rien obtenir en retour. Puis elle tourna les yeux vers lui. « C'est peu, être précisément ça, le problème. Tu penses que quelqu'un a besoin de partager mon nom de famille pour avoir une raison de me traiter avec dignité. » Arnaud ne répondit pas, et il sortit. Le salon resta immobile plusieurs secondes après son départ. Finalement, le directeur de la fondation demanda une pause avant de continuer la soirée, et la musique commença à jouer très bas, incapable de ramener la normalité qui existait auparavant. Apolline regarda l'alliance sur la nappe. Pendant 3 ans, elle avait signifié pour elle la promesse d'appartenir à un lieu définitif. Maintenant, elle comprenait qu'elle avait confondu appartenir avec rester. Elle prit l'alliance et la rangea dans le petit sac qu'elle portait, non pas pour la remettre, mais parce qu'elle ne voulait pas la laisser là comme un trophée de bataille. Amandine s'approcha. « Tu n'avais pas à subir ça devant tout le monde. » Apolline répondit. « Non, mais peu. Être que j'avais besoin d'arrêter de cacher ce qui se passait. » Florence prit une grande inspiration. Virginie resta à une certaine distance, respectant le silence. Blanche se leva quelques minutes plus tard. Elle avait les yeux humides, mais ne demanda pas de réconfort. Elle s'approcha d'Apolline avec une difficulté visible. « Ce que j'ai dit sur ta famille était impardonnable. » Apolline ne la rassura pas. C'était cruel. Blanche acquiesça. Oui, l'absence d'une absolution immédiate parut la surprendre. Mais elle continua. « Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je ne vais plus répéter ce qu'Arnaud m'a raconté comme si c'était la vérité. » Apolline soutint son regard. « C'est quelque chose que tu devras faire pour toi, pas pour moi. » Blanche respira profondément. « Je sais. » Puis elle partit seule.
sans regarder vers la porte par laquelle Arnaud était sorti. Amandine observa la scène et murmura. « Peut-être que ce soir, aucune de nous ne sortira en étant la même. » Apolline répondit. « J'espère que non. Certaines versions de nous-mêmes ont déjà trop duré. » Quand Apolline quitta finalement l'hôtel, elle ne sortit pas accompagnée d'un cortège ni entourée de journalistes. Amandine, Florence et Virginie marchèrent avec elle jusqu'au hall, puis s'arrêtèrent. Aucune n'essaya de décider de ce qu'elle devait faire ensuite. Virginie fut la première à prendre congé. « Ce qui se passera demain sera plus difficile que ce soir », prévint-elle. Apolline le savait. Il y aurait des appels, des titres de journaux, des avocats, des réunions du conseil et une version d'Arnaud essayant de survivre au désastre. Florence ajouta « Tu n'as pas à répondre à tout immédiatement ». Amandine la serra simplement dans ses bras. Apolline resta immobile une seconde avant de lui rendre son étreinte. À quelques mètres, les portes en verre reflétaient 4 femmes, sans aucun lien de parenté. Apolline pensa à la phrase de Blanche et comprit pourquoi elle ne pouvait plus la blesser de la même manière. Elle n'avait pas de famille qui l'attendait par obligation. Elle avait quelque chose de différent. Des personnes qui avaient choisi de ne pas détourner le regard. Le lendemain du gala, Paris se réveilla avec des photos du salon de l'Impérial Vendôme circulant dans les médias économiques et sociaux. Mais Apolline refusa de transformer sa douleur en une guerre publique. Elle éteignit son téléphone pendant 1 heure, prépara un café et resta devant le plan de Romarin qu'elle avait déménagé de l'appartement des Garnier à un petit studio loué quelques semaines plus tôt. Les branches qu'elle avait taillées des mois auparavant avaient repoussé. En les touchant, elle comprit que cette plante avait survécu parce que quelqu'un avait eu le courage de retirer ce qui était sec sans arracher les racines saines. Son mariage ne pouvait pas être sauvé de la même manière, mais elle, si. Quand elle ralluma son téléphone, elle trouva des dizaines de messages. Certains demandaient des nouvelles d'Arnaud, d'autres voulaient des déclarations. Apolline ne répondit qu'à son avocate et écrivit une phrase simple. « Je veux entamer le divorce sans menace, sans spectacle et sans plus protéger ce qu'il décide de cacher. » Arnaud appela avant 9 heures. Apolline laissa sonner le téléphone 2 fois avant de répondre. Sa voix semblait épuisée, mais conservait le ton de quelqu'un qui espérait encore diriger la conversation. « Nous devons nous coordonner avant que ça n'empire. » Apolline regarda par la fenêtre. « Je n'ai pas à coordonner une version avec toi. » Arnaud insista sur le fait que les médias mélangeaient la crise conjugale avec les problèmes de l'entreprise et que cela pouvait coûter des emplois. Elle reconnut le vieil argument. Si le conseil pose des questions sur des décisions d'entreprise, réponds de tes décisions d'entreprise. S'il pose des questions sur notre mariage, je ne donnerai pas de détails intimes. Il y eut un silence. Puis Arnaud demanda « Tu vas laisser Virginie dire ce qu'elle veut ?» Apolline respira lentement. « Virginie peut parler de sa propre vie. C'est précisément la partie que tu n'as jamais pu contrôler. » Il termina l'appel sans dire au revoir. Et pour la première fois, elle ne ressentit pas le besoin de le rappeler. Le conseil d'administration convoqua une réunion extraordinaire cet après-midi-là. Il n'enquêtait pas sur l'infidélité d'Arnaud, ce que plusieurs membres précisèrent dès le début, mais sur l'utilisation possible des ressources du groupe pour protéger son image personnelle et conditionner les communications de l'entreprise. Apolline fut convoquée parce qu'elle avait travaillé comme consultante externe et que plusieurs emails montraient qu'Arnaud avait tenté de la presser pour valider des messages sur le fournisseur sous enquête. Dans la salle, l'un des administrateurs lui demanda si elle avait l'intention d'utiliser la séparation pour lui nuire. Apolline répondit avec sérénité. « Je ne suis pas ici en tant qu'épouse. Je suis ici en tant que professionnelle. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans mon mariage, parlez à nos avocats. Si vous voulez savoir quels documents on m'a demandé d'approuver, je peux l'expliquer. » Cette distinction changea le ton de la réunion. Apolline ne cherchait pas à punir Arnaud en utilisant l'entreprise. Précisément pour cette raison, chaque donnée qu'elle présenta fut plus difficile à discréditer. Florence se présenta également car sa société avait des accords commerciaux avec le groupe et elle avait conservé des messages dans lesquels Apolline avertissait qu'une communication trompeuse pourrait aggraver la crise. Elle ne parla pas du gala avant qu'on ne le lui demande. « Ce que j'ai vu hier soir était douloureux, mais ne devrait décider de l'avenir professionnel de personne, » dit-elle. Ce qui devrait le faire, en revanche, c'est la manière dont une direction gère des informations qui affectent les employés, les partenaires et les investisseurs. Elle expliqua ensuite qu'Apolline avait refusé de participer à une stratégie qui attribuait la responsabilité avant la fin de l'enquête. Arnaud tenta d'argumenter qu'il s'agissait d'une différence d'opinion normale entre conseillers, mais plusieurs membres du conseil demandèrent à revoir les versions antérieures des communiqués.
Pour la première fois, le problème cessa d'être une discussion entre mari et femme. Il y avait des registres, des dates et des décisions. Apolline se sentit soulagée de constater que la vérité n'avait pas besoin de drame quand elle était bien documentée. Virginie, pendant ce temps, publia une unique déclaration par l'intermédiaire de son agent. Elle n'accusa Arnaud d'aucun délit, ni ne révéla de détails intimes. Elle se contenta de corriger publiquement certaines affirmations répétées pendant des années sur son divorce, et clarifia que la séparation avait été la conséquence de conflits mutuels, et non d'un abandon soudain comme on l'avait si souvent raconté. Quand Apolline l'appela pour la remercier de ne pas avoir transformé le passé en une arme, Virginie répondit « Je ne l'ai pas fait pour toi, ni contre lui. Je l'ai fait parce que pendant trop longtemps, j'ai laissé la fatigue parler à ma place. » Apolline comprit parfaitement. Parfois, se taire ressemble à la paix. Virginie garda le silence avant de répondre. « Oui, jusqu'à ce que tu découvres que quelqu'un utilise ton silence pour écrire ta partie de l'histoire. » Aucune ne parla d'amitié. Elle n'existait pas encore. Mais entre elles était né quelque chose de plus honnête qu'une alliance basée sur le ressentiment. La reconnaissance d'une expérience qu'elle n'avait plus besoin de nier. Amandine prit une décision différente. Plusieurs chaînes de télévision tentèrent de l'interviewer après que certains invités eurent identifié son intervention au gala, mais elle refusa de participer à des émissions qui présentaient l'histoire comme une querelle amoureuse. Elle accepta seulement de parler dans un programme dédié aux relations abusives et évita de mentionner des noms. Il y a une habitude dangereuse de demander pourquoi une personne a supporté certains comportements au lieu de demander pourquoi l'autre a cru qu'elle avait le droit de les avoir, expliqua-t-elle. Apolline vit l'extrait sur son ordinateur portable et dut l'arrêter au milieu parce qu'elle se mit à pleurer. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le souvenir de la femme craintive qu'elle avait connue des années auparavant et la voir maintenant parler d'une voix que personne ne pouvait réduire au silence. Quand Amandine l'appela ce soir-là, Apolline lui dit « Tu as fait bien plus que ce que j'ai fait pour toi. » Amandine répondit « On ne tient pas les comptes. C'est ça qui est beau. » Blanche disparut du bureau pendant 2 jours. Arnaud tenta de la contacter à plusieurs reprises, mais elle n'accepta de le voir qu'en présence d'un représentant légal du groupe, car une partie de son travail était déjà en cours de révision. La conversation fut brève. « J'ai besoin de savoir ce que tu vas dire au conseil, » demanda Arnaud. Blanche le regarda avec un mélange de honte et d'incrédulité. « C'est la première chose que tu veux savoir. » Il répondit qu'ils étaient face à une crise et qu'ils devaient tous les deux éviter les déclarations contradictoires. Blanche laissa échapper un rire triste. « C'est ce que tu m'as dit à propos d'Apolline, que l'important était de gérer le récit. » Arnaud durcit son expression. « Ne commence pas à répéter ces mots. » Blanche secoua la tête. « Ce ne sont pas ces mots, ce sont les tiens. » Elle admit ensuite par écrit qu'elle avait entretenu une relation avec Arnaud alors qu'il se présentait encore publiquement comme le mari d'Apolline et qu'il lui avait donné une version selon laquelle la séparation était pratiquement convenue. Elle n'essaya pas de s'excuser d'avoir su qu'il y avait un mariage. Quand Blanche se rendit personnellement à l'appartement d'Apolline quelques jours plus tard, elle ne trouva pas un accueil chaleureux. Apolline ouvrit la porte, la vit et resta sur le seuil. « Je ne veux pas me disputer avec toi, » dit Blanche. « Alors ne le faisons pas. » Pendant quelques secondes, aucune ne sut comment continuer. Finalement, Blanche parla. « Je suis venue te demander pardon pour le gala, pas pour avoir cru Arnaud, car ce serait une excuse trop facile. Je savais qu'elle était sa femme. J'ai choisi de penser que si votre mariage allait mal, j'avais le droit de te traiter comme un obstacle. » Apolline soutint son regard. Blanche continua. « Ce que j'ai dit sur le fait que tu n'avais pas de famille était cruel, parce que je savais que c'était une blessure. » Apolline répondit. « Oui, ça l'était. » Elle n'ajouta pas qu'elle lui pardonnait. Blanche acquiesça, acceptant la limite. « J'ai remis tous les messages liés au travail, y compris ceux qui prouvent ce qu'Arnaud me disait sur la séparation. » Apolline répondit. « Fais-le parce que c'est la vérité, pas pour moi. » Avant de partir, Blanche s'arrêta dans le couloir. « Penses-tu qu'un jour tu pourras me pardonner ?» Apolline mit du temps à répondre. « Peut-être. Mais pardonner ne signifie pas que nous devons faire partie de la vie l'une de l'autre. » Blanche baissa les yeux. « Je comprends. » Apolline ajouta quelque chose qu'elle ne s'attendait pas non plus à dire. « Et si tu apprends quelque chose de tout ça, que ce ne soit pas de ne jamais faire confiance à un homme marié, car ce serait une leçon trop petite. Apprends à ne pas avoir besoin qu'une autre femme soit pire pour sentir que tu as été choisie. » Blanche leva les yeux, profondément affectée. Elle ne répondit pas. Elle partit, laissant derrière elle un silence qui ne ressemblait pas à une réconciliation, mais pas non plus à de la haine. Apolline ferma la porte et appuya son front contre le bois.
Elle avait découvert que poser des limites pouvait être bien plus difficile que de crier, car cela exigeait de renoncer autant à la vengeance qu'au fantasme qu'une excuse efface le mal. La révision interne du groupe Garnier dura plusieurs semaines. Le conseil découvrit qu'Arnaud avait utilisé l'équipe de communication pour des affaires où ses intérêts personnels se mêlaient à ceux de l'entreprise. Il avait fait pression pour accélérer les messages sur la crise du fournisseur avant la fin des vérifications internes et avait présenté certaines décisions comme consensuelles alors qu'il existait des objections documentées. Aucune de ces conduites, prises séparément, ne signifiait que toute sa carrière était un mensonge, mais ensemble, elles démontraient un style de direction basé sur le contrôle de la perception avant l'acceptation des erreurs. Le conseil décida de l'écarter temporairement de la gestion exécutive pendant la finalisation d'une restructuration. Quand la nouvelle parvint à Apolline, Florence lui demanda si elle se sentait satisfaite. Elle secoua la tête. « Je ne voulais pas le voir tomber. Je voulais arrêter de tomber moi-même pour le soutenir. » Florence rit tristement. « Alors, c'est peu, être ça. La différence entre la justice et la vengeance. » Arnaud demanda à voir Apolline après la décision du conseil. Ils se rencontrèrent dans un bureau neutre, celui du cabinet qui gérait le divorce. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient seuls, face à face, depuis le gala. Arnaud semblait avoir vieilli de plusieurs années, en quelques semaines. Il ne portait pas le costume impeccable avec lequel il avait l'habitude d'entrer dans n'importe quelle pièce comme si elle lui appartenait. Il s'assit, regarda ses mains et dit « Je suppose que c'est ce que tu voulais. » Apolline ressentit une déception tranquille. Même à ce moment-là, une partie de lui cherchait encore à lui faire porter la responsabilité du résultat. « Non, » répondit-elle. « Je voulais que tu me dises la vérité, avant que tout en arrive là. » Arnaud leva la tête. « Tu as fourni des documents que tu savais pouvoir me nuire. » Apolline répliqua. « J'ai fourni des documents que le conseil m'a demandés sur des décisions de l'entreprise. Je n'ai fourni ni photos, ni messages intimes, ni détails de notre vie privée. La différence est importante, même si tu ne veux pas la voir maintenant. » Arnaud garda le silence un long moment. Puis il demanda « Ai-je vraiment été si horrible avec toi ?» Apolline respira avant de répondre, car cette question était plus complexe que toutes les accusations précédentes. « Tout n'a pas été horrible, et c'est peu. Être pour ça que j'ai eu tant de mal à comprendre ce qui se passait. » Elle lui rappela les premières années, les matins heureux, la façon dont il avait célébré ses succès et les voyages où ils avaient été de vrais partenaires. « Je n'ai pas besoin de te transformer en monstre pour partir. Tu as aussi été un homme que j'ai aimé. Mais quand tu as commencé à faire des choses dont tu avais honte, tu as préféré changer mon histoire plutôt que de changer ton comportement. » Arnaud serra les lèvres. Pour la première fois, il ne discuta pas immédiatement. Virginie a dit quelque chose de semblable. Apolline répondit « Parce que ça n'a pas commencé avec moi. » Il ferma les yeux. « Et Blanche ?» Apolline secoua la tête. « Ne pose pas de questions sur elle comme si l'une de nous pouvait te donner la réponse dont tu as besoin sur toi. » Arnaud resta silencieux si longtemps qu'Apolline crut que la réunion était terminée. Finalement, il parla d'une voix moins défensive. « Je ne savais pas comment admettre que j'avais cessé d'être heureux sans avoir l'impression d'être une mauvaise personne. » Apolline le regarda avec tristesse. « Alors, tu as eu besoin que je sois la méchante. » Il ne nia pas la phrase. « Peut être. » C'était la première fois qu'il prononçait un mot qui ne se transformait pas immédiatement en explication ou en contre-attaque. Apolline ne confondit pas cet instant avec une transformation complète. Elle savait que reconnaître un schéma ne signifiait pas l'avoir changé. Arnaud demanda s'il y avait une possibilité de réparer le mariage. Elle soutint son regard. « Non. » Il baissa la tête. « Même si je change ?» Apolline répondit calmement. « J'espère que tu changeras, mais je ne veux pas que ma vie dépende d'attendre pour le vérifier. » Arnaud acquiesça lentement. Pour la première fois, la fin n'était ni une menace, ni une stratégie. C'était simplement une fin. Le divorce fut réglé sans bataille patrimoniale. Apolline conserva ses biens et Arnaud les siens, conformément à leurs accords préexistants. Elle refusa toute négociation qui pourrait être présentée comme une compensation pour son silence, et son avocate précisa qu'elle ne signerait aucune clause visant à l'empêcher de parler de ses expériences personnelles, bien qu'elle n'ait pas non plus l'intention de les commercialiser. L'alliance resta des semaines dans la vieille boîte en bois, à côté des lettres d'Amandine et de Florence. Un après-midi, Apolline la sortit et pensa à la vendre. Puis elle décida de la conserver, non pas comme un souvenir d'Arnaud, mais comme le témoignage d'une version d'elle-même qui avait cru qu'être choisie par une famille signifiait ne plus jamais être seule. Elle referma la boîte sans amertume. Cet anneau de métal n'était plus une promesse brisée. C'était simplement un objet auquel elle avait cessé d'attribuer un sens.
Quelques mois plus tard, Florence engagea définitivement Apolline pour diriger la stratégie d'un projet d'expansion internationale. La décision ne fut pas présentée comme une faveur. Apolline concourut avec d'autres propositions, défendit son plan devant un comité et obtint le contrat parce qu'elle était la meilleure option. Cela compta énormément pour elle. Elle ne voulait pas que son histoire se termine avec 3 femmes la sauvant d'Arnaud. Elle voulait qu'elle continue avec elle, reconstruisant sa vie sur le même talent qu'elle avait toujours eu. Lors d'une réunion, Florence lui dit « J'espère que tu ne penses pas que je t'ai choisi parce que nous sommes amis. » Apolline sourit. « Je ne suis même pas encore sûr que nous soyons amis. » Florence rit. « Parfait. Alors je peux te dire que ton budget est trop élevé. » Apolline répondit « Et je peux te dire que ton délai est absurde. » Elles rirent toutes les deux, puis elles négocièrent pendant 2 heures. C'était exactement le genre de relation dont Apolline avait besoin. De l'affection sans obéissance. Avec Virginie, quelque chose de similaire se produisit, bien que plus lentement. Elles se rencontrèrent plusieurs fois par hasard, puis commencèrent à prendre des cafés de manière délibérée. Elles ne consacrèrent jamais l'intégralité de leur conversation à Arnaud. Virginie avait sa propre vie, ses projets, et des blessures qui n'appartenaient pas à Apolline. Un jour, elle avoua que pendant des années, elle avait évité certains cercles sociaux par peur de rencontrer des gens qui auraient cru la version de son ex-mari. « Je pensais que la corriger signifierait prouver que j'étais toujours obsédée, » dit-elle. Apolline répondit « Parfois, on nous demande de nous taire pour prouver que nous avons surmonté quelque chose. » Virginie sourit, et ensuite, ils utilisent ce silence comme une confirmation. Aucune n'eut besoin d'ajouter quoi que ce soit. L'amitié qui naquit entre elles ne venait pas de la haine du même homme, mais du respect qui apparut lorsqu'elles cessèrent de se définir à travers lui. Cette différence permit à leur lien de survivre, même quand Arnaud cessa d'être un sujet de conversation. Ce fut Amandine qui proposa finalement un dîner à 4. Elle choisit un petit restaurant de quartier, loin des hôtels du groupe Garnier, avec des tables en bois, des baies vitrées et une cuisine visible depuis la salle. Apolline arriva la première. En observant les 4 chaises autour de la table, elle se souvint inévitablement du gala. Le bruit du marbre, les regards de centaines de personnes et 3 femmes se levant de différents points du salon. Florence arriva en se plaignant de la circulation. Virginie apparut avec quelques minutes de retard, et Amandine entra la dernière en riant parce qu'elle avait oublié au nom de qui était la réservation. Il n'y avait ni photographe, ni administrateur, ni carton, avec des noms importants. Personne ne portait de robe choisie pour représenter une image. Pendant les 20 premières minutes, elles discutèrent de nourriture, de travail et d'une exposition que Virginie voulait visiter. La normalité émut Apolline plus que n'importe quel discours. À un moment du dîner, Amandine leva son verre. « Je ne vais pas porter un toast dramatique. On en a eu assez avec ce gars-là. » Florence répondit. « Merci. » Je commençais à m'inquiéter. Elles rirent toutes les 4. Puis Amandine regarda Apolline. « Mais je veux dire une chose. Ce soir-là, je ne me suis pas levée parce que je pensais que tu avais besoin qu'on te sauve. » Apolline acquiesça. « Je sais. » Florence ajouta. « Nous nous sommes levés parce qu'une fois, tu as fait la même chose d'une autre manière. » Virginie, qui ne partageait pas ce passé avec elle, compléta l'idée. « Et moi, je me suis levée parce que je savais ce qu'il en coûtait de ne pas le faire. » Apolline sentit ses yeux s'embuer. « Pendant de nombreuses années, j'ai pensé que ne pas avoir de famille signifiait que si tout s'effondrait un jour, il n'y aurait personne d'obligé de rester. » Amandine sourit. « Peu. Être que la partie importante, c'est précisément que personne ici n'est obligé. » Apolline regarda les 3 chaises occupées en face d'elle et comprit enfin ce que Blanche avait tenté d'utiliser pour la faire honte. C'était vrai. Elle n'avait ni parents qui l'attendaient à la maison, ni frères et sœurs, ni une généalogie prestigieuse capable de lui ouvrir des portes par son nom. Cette absence avait été réelle et avait fait mal. Elle n'avait pas besoin de prétendre que cela ne lui avait jamais importé. Mais il était également vrai qu'au fil des ans, chaque fois qu'elle avait choisi d'agir avec dignité quand personne ne la regardait, elle avait construit des liens qu'elle ne savait pas qu'un jour lui reviendraient. Ce n'étaient pas des dettes. Amandine ne s'était pas levée parce qu'elle devait rendre un service. Florence n'avait pas parlé pour compenser un contrat perdu. Virginie n'était pas intervenue pour former un front contre Arnaud. Chacune avait choisi de le faire librement. Et cette liberté transformait leur présence en quelque chose qu'aucun nom de famille ne pouvait garantir. En sortant du restaurant, les 4 femmes s'arrêtèrent quelques secondes sur le trottoir avant de se dire au revoir. Virginie prit un taxi. Florence marcha vers un parking proche et Amandine serra Apolline dans ses bras avant de se diriger vers le métro. Apolline resta seule sous les lumières de la rue. Mais le mot « seul » n'avait plus la même signification.
Elle rentra à son appartement et trouva le plan de romarin près de la fenêtre, plus touffu que des mois auparavant. Elle sortit la vieille boîte en bois, ouvrit le couvercle et observa l'alliance une dernière fois. Puis elle plaça à côté une photo prise ce soir-là au restaurant. Elle n'avait pas besoin de détruire le passé pour avancer. Elle pouvait conserver la preuve de ce qu'elle avait perdu à côté de l'évidence de ce qu'elle avait trouvé. Elle referma la boîte et la rangea. Le lendemain, sa vie serait toujours imparfaite, mais pour la première fois, elle lui appartenait entièrement. Bien plus tard, quand quelqu'un demanda à Apolline ce qu'elle avait appris de cette nuit où 3 femmes s'étaient levées de tables différentes, elle ne parla jamais de vengeance. Elle ne dit pas non plus qu'Arnaud avait été puni ou que Blanche avait reçu une leçon. Elle répondait quelque chose de beaucoup plus simple. Pendant des années, j'ai pensé qu'une famille était le groupe de personnes qui avaient l'obligation de ne pas vous abandonner. Puis j'ai compris que ça peut aussi être le groupe de personnes qui, pouvant détourner le regard, décident de rester. Arnaud devrait s'affronter lui-même et décider s'il serait un jour capable d'aimer sans transformer ses erreurs en fautes d'autrui. Blanche devrait reconstruire sa dignité sans piétiner celle d'une autre femme. Virginie avait retrouvé sa propre voie. Amandine et Florence continuaient leur vie. Et Apolline, la femme qu'on avait tenté d'humilier pour ne pas avoir de famille, découvrit finalement qu'elle n'avait jamais été aussi seule que lorsqu'elle insistait pour rester là où seul son silence était le bienvenu.